Ce matin, on a parlé de la question du phishing, vraiment un élément important, c'est-à-dire la capacité à se faire passer pour quelqu'un d'autre, notamment dans un message, pour vous faire cliquer quelque part, pour récupérer des informations ou carrément récupérer de l'argent. On s'est intéressé à la question du mot de passe. Et l'une des solutions, la principale solution autour du mot de passe, ça reste aujourd'hui la question de ne pas utiliser le mot de passe, en tout cas d'utiliser un minima du MFA. Et à vrai dire, le MFA, justement, regardons un peu comment on pourrait le taper. D'accord ? C'est-à-dire comment on pourrait casser ce qui se passe dedans. Votre MFA, à chaque fois, le deuxième facteur, il y a un deuxième facteur. Alors, on en a parlé de plusieurs. Vous avez par exemple le SMS, c'est 44%, le mail, 55%. Ça, c'est des données Microsoft. Donc, vous voyez un peu la répartition qui traîne aujourd'hui dans les usages. Okay. Donc, l'une des premières choses que pourrait essayer de faire l'attaquant, c'est d'essayer de récupérer ce deuxième facteur. Okay. Alors, si vous posez la question, ce mec-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est le patron de Twitter. Au mois d'août, son compte a commencé à tweeter des conneries. Pourquoi ? Parce que justement, sur Twitter, par défaut, c'était le cas par défaut jusqu'alors, ce n'est plus le cas désormais, votre deuxième facteur d'authentification, c'était du SMS. Alors c'est pas mal, sauf que si vous êtes un peu malin, vous appelez l'opérateur de la personne, vous lui dites j'ai perdu ma carte SIM, machin bidule, il y a toute une procédure, mais ça veut dire, avec un peu d'ingénierie sociale, on arrive, c'est ce qui s'est passé, à dire, vas-y, désormais le numéro de téléphone, tu vas le rebalancer sur ma carte SIM. On appelle un SIM swap. C'est ce qui s'est produit pour lui, et voilà, c'est pas heureux. Donc c'est pas un truc qu'on va faire, on fait pas de l'attaque de masse avec ça. Par contre, si vous cherchez à cibler un profil en particulier, et si vous n'avez pas sécurisé notamment bien la ligne, par exemple de votre PDG, c'est une vraie question. Dans ce cas, c'était pas bien fait. Et il l'a payé assez cher. Mais à vrai dire, ça pour moi c'est assez compliqué, il y a un truc qui est beaucoup plus simple. C'est une attaque man in the middle. Donc, rappel pour les retardataires, c'est quoi une attaque man in the middle? C'est très simple. Vous allez faire en sorte que votre utilisateur, au lieu d'aller parler directement à Office, il aille vous parler à vous. Et vous allez vous faire passer pour Office. La chose que va faire le pirate, il va vous envoyer, il va se débrouiller, donc ça va notamment passer par un phishing, pour vous faire cliquer sur une URL qui n'est pas la bonne. Je vous envoie un lien, il y a un phishing qui passe. On a vu plein de choses ce matin, il n'y a pas de solution parfaite, donc on sait qu'un phishing, ça peut toujours se produire. Derrière, ce truc-là va ressembler à une mire de connexion Office 365. L'utilisateur, ne voyant pas le truc arriver, rentre son login et son mot de passe. Avec ça, lui, il va envoyer ça à Office 365. Parce qu'il y a un MFA, il envoie le deuxième facteur d'authentification à l'utilisateur. SMS, ce que vous voulez. Votre utilisateur va le remplir dans votre page à vous. Et derrière, lui, il va donner le deuxième facteur d'authentification à Office 365. Et en retour, il va récupérer ce qui permet de tenir votre session de sécurité, c'est-à-dire le cookie. Okay. Ce genre d'attaque, vous allez me dire, ouais, c'est évolué, c'est un truc super subtil, etc. Ça, un gamin de 16 ans un peu débrouillard en informatique et les bases d'Unix, dans le week-end, il vous le fait. D'accord, un gamin de 16 ans. Si vous savez faire de l'Unix, vous faites suivant, vous comprenez les deux ports à désactiver, et je m'apprête à en faire la démonstration. Ça, à vrai dire, c'est un outil. Alors, j'ai pris EvilJinx, il y a d'autres outils qui permettent de faire ce genre de choses. Ça, c'est aujourd'hui le plus connu. Okay. Vous avez toutes les sources sur GitHub. Il n'y a pas à réfléchir, tout est dessus. C'est un chercheur en sécurité, il l'a mis à disposition, c'est pas pour le plaisir, mais aujourd'hui, à vrai dire, il y a plein de script kiddies, c'est-à-dire des petits gamins qui s'amusent à l'installer pour récupérer les comptes Facebook des copains et ce genre de conneries. Et ça marche aussi très bien sur Office 365. Comment ça fonctionne, ce truc-là? À vrai dire, vous allez, alors vous créez un serveur, vous foutez ça sur n'importe quel hébergeur de serveur partout dans le monde. Si vous êtes intelligent, vous mettez ça dans le même pays que la personne que vous êtes censé attaquer, comme ça, ça peut être utilisé sur la distance de connexion. Et puis, vous allez faire votre phishing sur la personne. Donc, vous installez, franchement, c'est suivant, à l'échelle de Linux, quoi. C'est sudo, EvilJinx, etc. Et
derrière, vous allez vous débrouiller à récupérer une URL. Alors, comme je suis très feignant et que j'ai qu'un seul domaine et que je suis radin, j'ai pris mon propre domaine à moi. Login.sptconseil.fr. Et un utilisateur de ma boîte, parce que ma boîte s'appelle SPT Conseil, n'y verra que du feu. Bref, imaginons quelqu'un qui squatte, entre guillemets, une URL proche de ce qui n'éveillera pas les soupçons de l'utilisateur. Vous remarquerez, hein, ça ressemble à du Office 365. Au niveau de la sécu, il y a un certificat qui est passé. C'est pas le certificat de Microsoft. Le truc, je fais suivant sous Unix. Dans le suivant, il y a notamment la génération du certificat. Et derrière, eh ben, je vais m'authentifier. Alors moi, je suis l'utilisateur, je me dis, j'ai reçu mon truc, je dois me connecter dessus. Alors attendez, je vais splitter les écrans. Hop, pour que vous voyez bien. Comme ça, on va voir en live. Donc là, on voit au passage, ah, il y a un mec qui vient d'arriver. Il y a un nouvel abruti qui vient de débarquer. Je crois que c'est des CTRL V. Remarquez, ça c'est l'image de fond de mon tenant. Ce que fait l'attaque Middle en question, en plus, elle récupère vraiment le flux HTML core dans Office 365. Donc même si vous avez customisé, ça passera inaperçu. CTRL C, CTRL V. Je l'ai mis en quoi celui-là? Alors là, c'est avec du authenticator, hein. Donc ce serait du SMS autre chose, mais il ne faut pas penser que c'est parce que c'est authenticator que ça marche, que c'est plus sécurisé par rapport à ça. Pas plus, pas moins. J'approuve. Voilà. Vous avez vu passer le mot de passe. Ok. Et là, tout bête, hein. Alors session, tout ce qu'il a récupéré, session 13. Ah, c'est quoi la lunette? J'ai un effet démo. Ah, elle n'est pas finie. Rester connecté, non. Pour ça. Voilà. L'interception du token de sécurité vient de se faire. Donc là, si je la fais, ça, ce truc, c'est votre token de sécurité. Vous prenez Chrome, vous créez un cookie avec le bon nom au bon endroit, vous copiez-collez ce bout-là, vous êtes l'utilisateur. Ok? Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est pas parce que c'est du MFA que c'est absolument sécurisé. Donc ça inclut quand même pour faire ce genre d'attaque, ça présuppose quand même. Non, je ne veux pas me déconnecter. Si vous faites. Mon shell, oh. Je n'aime pas mon shell. Est-ce qu'il veut me le retrouver ou me le retrouve pas? C'est intéressant ça. Radier, vous avez été là. Peut-être que tu arrêtes ton écologie. Non, bah, pour l'arrêter, il faudrait déjà que je sois dessus. Ouais, bref, mais surtout ce qui est important, retenez que cette attaque reste possible. Alors, c'est pas une attaque, vous faites pas une attaque de masse. Ok, c'est n'importe quoi. Ouais. Je viens de me faire blacklister chez Microsoft. Et là, il va dire que j'ai pas de souscription ou Ouais, voilà, ça passe. Pourquoi, comment, je sais pas. Donc, sudo, Evil, non, mais je ne le laisserai pas faire. Normalement, il est déjà lancé. Voilà, c'est moins beau, mais ça marche.
pourquoi ça marche pas l'autre. Donc voilà. Ça, ce genre d'attaque, vous ne le faites pas sur n'importe qui. Vous ciblez quelqu'un. Ça présuppose quand même qu'il y a un phishing. Un phishing, on a vu des manières de le prévenir. Et comme je vous ai dit, même si vous faites de la prévention, vous formez vos utilisateurs, surtout les big boss dans les boîtes, ces gens-là sont très occupés. Vous croyez qu'ils lisent exactement ce qui est écrit en haut du mail? Que dalle. Ils gèrent 200 mails par jour. Donc ils vont arriver, ils vont cliquer dessus. Donc un phishing, notamment sur les personnes à responsabilité, c'est peut-être l'un des trucs les plus faciles à faire. Plus que sur le PK moyen. Okay. Et quand bien même je ne cible pas directement la personne qui va bien, quand vous faites ce genre de choses, si j'avais à rentrer chez quelqu'un, même si je n'ai pas le compte qui m'intéresse, une fois que je suis rentré comme ça, mettons que la personne que je veux atteindre, c'est le compte de Mathieu. Mais bon, Mathieu, il est un peu au taquet, ce genre de choses, il fait gaffe. Donc je vais aller. C'est quoi le compte de ta sœur c'est ma mère plutôt, Annie Mathieu. D'accord. Mais je sais que par contre, sa mère, elle est moins au taquet là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce genre d'attaque sur sa mère. Ok. Et derrière, une fois que j'ai pris le contrôle du compte de sa mère, je vais envoyer un mail à Mathieu en lui disant tiens, voilà le dernier document qui parle des dernières photos du Noël de la famille, tout ça. Et dans le truc, j'ai mis un petit truc vérolé dans la PJ. Je sais que c'est un virus qui n'est pas reconnu encore parce que c'est une faille 0D qui n'a pas encore été patchée par Microsoft, par exemple, ou un truc comme ça. Je lui fous ça, il ouvre le fichier, il exécute et là, l'attaque continue. Souvent, quand on va attaquer quelqu'un, on va dire je ne vais pas attaquer d'une seule manière, on va dire je vais faire une composition d'attaque. Un scénario toujours évolué. Là, on vous montre à chaque fois des petites bribes. Un mec qui a vraiment envie de rentrer chez vous, généralement, il va y aller en plusieurs étapes. Et là, celle-là, elle est particulièrement violente. Ok. Donc du MFA, eh ben, ça tient, certes. Ça vous enlèvera 99% de vos problèmes, mais ça n'enlèvera pas 100%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? J'ai du MFA, qu'est-ce que je peux faire pour mieux me porter dans la vie? Alors, parfois les mecs, quand ils font ce genre d'attaque, ce qu'on a vu, à vrai dire, c'est qu'ils font pas trop gaffe et ils tirent quand même large. Ils ciblent pas. Et pour les gens qui ciblent pas, souvent, c'est qu'ils foutent un serveur dans un pays bizarre. Donc, ce qu'on peut essayer de faire au niveau de l'accès conditionnel, déjà, c'est de dire bon, ben, moi, je sais que mes utilisateurs, ils sont tous dans ce pays-là, ils n'ont rien à foutre dans les autres pays. En tout cas, 90% des utilisateurs, ils sont toujours dans le pays. Et la flotte commerciale qui, elle, bouge, bon, ben, ok, c'est la flotte commerciale, mais pour les 90% qui n'ont jamais bougé, on va dire que les connexions se foutent toujours de la France. Et donc, pour assurer ce genre de choses, qu'est-ce qu'on va faire? Accès conditionnel Azure AD. Okay. Vous allez dans Azure AD, accès conditionnel, stratégie, vous allez créer vos emplacements nommés. Donc, ça peut être des adresses IP ou ça peut être des pays. Parce qu'à partir du pays, on a de l'adresse IP, on ne sait pas dans quel pays il se trouve. Et auprès de Microsoft, derrière, vous allez dire dans vos conditions pour la connexion, emplacement, configurer, ouais, vous donnez les emplacements. Par exemple, je dis, bah, mes utilisateurs n'ont pas à se connecter depuis la Chine. Donc, soit vous allez faire une whitelist de pays, soit vous allez blacklister certains pays. Okay, bon, Russie, Chine, tu parlais de la Côte d'Ivoire tout à l'heure aussi. Bon, si vous n'avez pas de business à faire là-bas, vous blacklistez. Ça marchera bien, et dans ce cas-là, Guillaume, tout à l'heure, ce matin, vous parlez, on active le MFA quand il y a un truc à risque. Quand c'est des pays bizarres, c'est pas du MFA, vous coupez, point barre. Okay. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, l'attaque telle qu'elle se fait, celui qui s'authentifie auprès du serveur, c'est le serveur Unix. Okay. Pareil, il y a un truc tout bête qui fait que, par contre, l'attaque ne fonctionnera pas. Le coût des périphériques gérés dont parlait Guillaume. Bon, bah, le serveur Unix qui sert à lancer l'attaque, c'est clairement pas un périphérique géré de l'entreprise. Donc là, dès lors que vous avez mis des limitations en disant non le droit de se connecter en ne tenant que les périphériques gérés, par exemple, si vous faites ça, par contre au niveau utilisateur, c'est un petit impact, hein. C'est-à-dire que s'il est sur le PC de l'hôtel, il ne peut pas se connecter. Hein. Mais si vous avez mis un truc du genre, il n'y a que les périphériques gérés et que si c'est pas un périphérique géré, à ce moment-là, no connection, pas juste, pas de MFA. L'attaque dont je viens de vous parler ne fonctionnera plus. Okay. Après, il y a un autre truc, tu en parlais, Guillaume.
Ouais. Que vous vous voyez un peu Microsoft. Personne ne travaille chez Microsoft. Ils vous disent, ah, mais ce qui va résoudre tout ça, c'est le passwordless. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut déjà qu'on démystifie un petit peu ce que c'est que le passwordless. C'est assez important. Il y a pas mal de normes différentes pour le passwordless. Donc, on va reprendre les fondamentaux. Alors bon, le OATH qui n'a rien à voir avec le OAuth, le protocole de contrôle d'accès en mode fédéré, d'ailleurs sur lequel Microsoft s'appuie. Donc OATH, généralement c'est Initiative for Open Authentication. Ça, c'est des gens qui collaborent ensemble et qui génèrent des protocoles, on va dire ça comme ça. Alors, qu'on revienne aussi un peu sur la définition, OTP, ça veut dire One Time Password. Donc c'est un password unique. Donc les passcodes, c'est ça, ce sont des OTP. C'est ce qu'on fait par exemple sur les comptes utilisateurs externes. Voilà. Le truc qui fait que à chaque fois ça lui renvoie le mot de passe. Tous les tokens qu'on avait là avant, on avait ça sur nos clés. Alors TOTP, c'est Time Based One Time Password. Et donc un bon exemple d'OTP, c'est Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Et après, c'est un autre protocole qui n'a rien à voir, on a le FIDO2. Le FIDO2, ça veut dire Fast Identity Online, et c'est basé sur deux protocoles standards qui sont Client Authenticator Protocol, CATP, vous en entendrez souvent parler, et le W3C Web AUTH, enfin WebAuthn. Je ne sais pas comment le prononcer, mais moi je dis WebAuth. Voilà, OTM peut-être aussi. Et donc nous, on va se focaliser maintenant sur, d'abord on va faire une petite preview avec Sébastien. On va voir comment on peut faire du passwordless avec notre ami Microsoft Authenticator, et puis après on verra la même chose en FIDO. Donc Sébastien, tu reprends la main et tu présentes la stratégie méthode. Donc, l'activation de ce genre de choses, ça, Microsoft, c'est des choses qu'il est en train de préparer, c'est dans les cartons, c'est en preview aujourd'hui, vous pouvez le tester. On voit que des fois c'est un peu plus long, tout ça, mais normalement c'est prévu pour 2020. En gros, ça va être le gros morceau sur 2020, le passwordless, Microsoft va vous saouler avec. C'est prévu, c'est écrit dessus. Pour activer du passwordless sur votre tenant, vous allez dans l'Azure Active Directory, vous allez dans la partie sécurité, ok, et c'est dans, je crois, méthode d'authentification. Voilà. Et vous avez notamment, alors la clé FIDO2, on en parlera tout à l'heure, et connexion sans mot de passe Microsoft. Voilà. Et là-dedans, alors c'est tout pourri avec la résolution que j'ai, et vous allez pouvoir activer le fait de pouvoir faire du passwordless. D'accord? Vous sélectionnez les utilisateurs sur lesquels vous l'activez. Vous cliquez sur enregistrer, à partir de là, ces utilisateurs-là, en plus des protocoles qu'on a vu tout à l'heure, qui sont le SMS, il y avait quoi, le call téléphonique, il y a le mail aussi. Il y a le mail, et il y a le fait d'étape et le SMS, le Microsoft Authenticator. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut étendre, par exemple, avec les clés YubiKey, là, ce que vous êtes en train de voir, je vous montre, on peut aussi utiliser ça comme un facteur d'authentification supplémentaire avec un MFA. La procédure, c'est de YubiKey. Par contre, s'il faut installer plein de clients sur le poste, c'est pas une super belle expérience. Mais voilà, il faut ça. On peut même étendre les facteurs. Alors, à quoi va ressembler l'expérience utilisateur pour la connexion? Moi, je vais vous montrer ça en utilisant comme unique facteur d'authentification, à vrai dire, Authenticator. C'est-à-dire que je ne vais pas taper mon mot de passe, c'est juste Authenticator qui me permet d'authentifier. Je l'ai activé pour un vrai compte, et à vrai dire, ce que je vais essayer de vous faire comme démo, si ça ne me plante pas à la tronche comme tout à l'heure, c'est de le passer directement, au passage, dans mon bousin d'attaque. Dans mon super truc de hacker de la mort qui tue. Je vous dis, un gamin, quand j'avais 16 ans, ça j'aurais su le faire. C'est pas ultra subtil, il y a plein de tutos, vous allez sur YouTube, il y a des tutos pour l'installer. Voilà, comme un beau phishing bien couplé, avec un reverse proxy, ça fait un miracle. Donc, et ce que je vais vous montrer surtout, c'est qu'à vrai dire, le passwordless de base avec Authenticator, eh ben, il se fait quand même hacker par l'attaque que je vais vous donner. Pas le FIDO. Mais pas le FIDO. Ouais, on va y venir. Voilà, donc là, je vais rentrer en un login. Sur ce compte-là, sur lequel j'ai activé, mon
histoire de passwordless. C'est pas du MFA, c'est du passwordless. Regardez. J'ai pas, alors il m'a pas demandé mon mot de passe, il va pas me le demander. Il me dit approuver la connexion. Et ce que fait Authenticator là, la petite appli Authenticator, quand elle veut bien, 2 secondes, parce que je suis sur Authenticator. Elle m'affiche 3 numéros. D'accord. Lui il me dit il faut que tu cliques sur 98. Ça y est, tant mieux, hop. Et normalement, si ça fonctionne correctement, au bout d'un moment, bon, approuvé, ça va connecter. Restez connecté. Ok. Alors là, il ne doit pas être très content parce que j'ai plusieurs Nginx en parallèle. Ah, j'ai un effet démo. Mais pour l'avoir testé, je vous garantis qu'il le chope. Alors du coup, il ne chope pas le mot de passe, il chope quand même le cookie de sécurité. Vous voyez que je viens d'aller au bout, alors que là, concrètement, j'étais en train de me connecter sur un truc qui s'appelle login.sbtconseil.fr, qui n'existe pas. On a vu la faire, c'était une fois sur deux que ça marchait, donc tu peux le retester peut-être une deuxième fois. Non mais regarde là, je pense que le problème c'est parce que j'ai ma session de Unix de tout à l'heure qui tourne pas à côté. Et il ne doit pas bien l'apprécier. Donc ce truc là, ça s'active. Juste, à vrai dire quand vous l'activez, vous en demanderez à vos utilisateurs d'aller sur cette petite page là, pour que derrière, ils enregistrent au niveau d'Authenticator pour dire ok, on peut connecter comme ça. Donc ils le mettent comme méthode favorite. Ça reste une très bonne manière de se connecter. Au mieux ça que des mots de passe en mode QWERTY 1, 2, 3, 4. Une fois. Par contre, je pique le téléphone, c'est moins reluisant. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple sur du Authenticator, sur l'ensemble de nos applis sur de l'iPhone, c'est faire en sorte qu'on demande à chaque fois qu'on doit ouvrir Authenticator de checker l'empreinte. L'empreinte, encore une fois, c'est falsifiable aussi. Là, on commence. C'est pas le Pékin moyen, ok. Donc, ce que je vous disais, ça résout pas le man in the middle. Peut-être une précision, là la démo était quand même un peu tordue, on faisait l'attaque et le passwordless. Le passwordless seul, avec le Authenticator, ça marche tout le temps. Ça marche. Par contre, pour vous connecter, ça marche très bien. C'est ce que j'utilise moi désormais quotidiennement. C'est un peu plus lent parfois, il y a de lenteur un peu sur Authenticator. Ça, j'espère que quand ils auront fini la preview, ça sera prêt. Sébastien, oui. La recommandation aujourd'hui, c'est quoi? C'est de continuer à utiliser MFA ou tant faire se peut se tourner vers le passwordless? Alors, le passwordless, de toute manière, il est en preview. Donc, c'est pas fait pour être utilisé en prod. Très clairement. Donc, aujourd'hui, continuez à utiliser du MFA. De toute façon, passwordless s'appuie sur les MFA. Pardon? Passwordless s'appuie sur les MFA. Pas que. C'est pas la même. Ça, ce protocole-là d'authentification, c'est un truc à part. C'est pas le même truc que celui MFA qui, normalement, là, c'est un code. Si tu remets du passwordless, si tu n'as pas de MFA. Activé. Je ne vais pas essayer de le faire l'un sur l'autre. J'imagine que ça me paraît cool. Mais oui, commencez. Activer le MFA. Juste, voilà, regardez ça, parce que c'est ce qui va vous servir. Mais à vrai dire, ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est quand vous écoutez les discours Microsoft, ils vous disent ouais, le passwordless c'est plus sécure. Ouais, enfin, ça ne résout pas tous les problèmes. En tout cas, il y a plusieurs passwordless. Et l'une des solutions sur le passwordless, qui par contre, elle, ne passe pas, du moins ne bloque l'attaque dont je viens de vous parler, c'est d'utiliser un autre type de passwordless, qui est l'utilisation de clés FIDO 2. Et là, je laisse Guillaume parler. Ben oui, je vais reprendre. Oui, ça marche, c'est juste moi qui me trompe de choses. Je m'en ai un petit instant. On fait avec les quatre, hein, Mais... si j'en parle 2 minutes, du coup, le temps qui résolve son problème. Microsoft va viser sur 2020
c'est de plus en plus à arrêter le mot de passe. À vrai dire, ils veulent pouvoir proposer des solutions où il y a 0 mot de passe. Donc, pour déjà les utilisateurs du quotidien, les big boss, etc., vous pouvez faire du passwordless de cette manière-là. Donc, ça marchera. Vous avez aussi un petit particulier de population qui sont ce qu'on appelle les frontline workers, typiquement les gens à qui vous filez des licences F1, qui sont des gens qui ne vont pas forcément aller checker leur mail tous les jours, ne sont pas tous les jours derrière une bécane, donc retenir 36 mots de passe, c'est même pas la peine de leur en parler, donc eux, faire du passwordless, ça les intéresse. Mais ils n'ont pas forcément des smartphones, c'est des populations un peu compliquées à gérer. Ce que Microsoft a annoncé à OMS Ignite, c'est qu'il allait proposer de faire de l'authentification directement par SMS pour cette population-là. C'est-à-dire qu'à vrai dire, la personne va saisir son email et directement, ça lui envoie un SMS sur son téléphone. Donc vous ayez le pire téléphone, le vieux Nokia il y a 15 ans avec vous, ça marche quand même. Et vaut mieux un SMS comme ça qu'un mot de passe changer tous les 3 mois. Parce que les mots de passe tous les 3 mois, ça n'est pas la peine. Allez. C'est parti. Mais désolé, vous allez avoir un petit peu de bruit. Donc, quoi est-ce qu'il faut comprendre? Donc, on a vu une première méthode de passwordless. Ah oui, c'est normal. De toute façon, j'ai pas besoin. Je le ferai après. Donc, on a vu une première méthode de passwordless. On va maintenant voir une deuxième. C'est basé sur des clés donc YubiKey, FIDO. Donc, pareil, c'est de la preview. Donc, ce sont des petites clés comme ça. Alors qu'on peut avoir sur USB-C ou sur USB-A, comme ce type-là. Ça, en fait, c'est un détecteur de présence. On appuie dessus, mais c'est absolument pas un détecteur d'empreinte. D'ailleurs, je vous invite à vous méfier de tout ce qui est empreinte, tout ce qui est iris, etc. Aujourd'hui, beaucoup de solutions sont basées là-dessus. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent d'aller envoyer mes empreintes, je ne sais où, dans le cloud, etc. Parce qu'une fois qu'on a perdu et que ces empreintes sont fait voler, on est bien embêté. Les empreintes, elles restent toujours dans le device. Oui, théoriquement sur des solutions sérieuses, mais il y a d'autres solutions moins sérieuses où justement l'empreinte pourrait fuir. J'ai déjà vu une solution où les empreintes étaient dans une base de données. Donc il faut être très prudent avec ça. Ne jamais oublier que c'est vrai que c'est inviolable, les empreintes, mais si ça part, si ça fuit, on est bien embêté. Donc voilà, là voilà, vous avez l'expérience qu'aura un utilisateur standard. Donc là, c'est plus sécurisé qu'un mot de passe avec 16-17 caractères plus un MFA. Donc je viens de mettre ma clé qui est sur mon porte-clés, voilà, enfin ma clé YubiKey, dans mon port USB et maintenant il me demande un code PIN. Donc voilà, c'est 1412. C'est très basique hein, comme code PIN. Ça fait un peu penser aux cartes bleues comme expérience. Et là, quand je vais rentrer, maintenant il va me demander d'appuyer sur ma clé. Donc c'est ça, c'est juste pour tester que je ne suis pas un robot. C'est fait. C'est pas mes empreintes. Alors moi c'est vrai que moi j'ai marrant, j'ai l'habitude de faire avec comme si c'était un capteur d'empreinte, mais pas du tout. Et voilà, là j'ai vraiment une expérience de SSO. Donc là j'ai ouvert ma session avec une machine Azure AD Domain Join, je rappelle. Elle est jointe dans Azure AD. Et j'ai l'authentification transparente. Alors si tout se passe bien normalement, je devrais avoir mon authent transparente Mélanie Mathieu, ce qui est normal. Et juste pour vous montrer où ça se trouve, la partie fait que je sois dans Azure AD Domain Join, c'est ici. Et ce qui est fort, c'est que si je prenais une autre machine, mais là on manque de temps, sinon le timekeeper va me râler dessus, il va me manger comme il dit. Voilà, c'est là. Vous voyez, là je suis connecté à, et normalement il y a bien marqué Flexi Academy, c'est le joli nom de MS Report Academy, puisque finalement je l'ai fait chez Flexi, ce site de formation. Et vous voyez, j'ai bien un compte principal qui est Mélanie Mathieu, mais d'autres utilisateurs peuvent ouvrir une session, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Guillaume.mathieu msreportacademy.onmicrosoft.com a réussi à ouvrir un compte sur cette machine en tant qu'admin. Et donc, voilà l'expérience que vous pouvez proposer, encore une fois, à des sociétés, moi que j'estime à moins de 50 personnes. On ne doit plus avoir d'AD, on doit avoir Azure AD en autant principal. Toutes les applis, on les met sur Azure AD, je vais prendre la question dans quelques instants, et on propose du passwordless à ces personnes. Voilà. Et sachant qu'en plus, alors là je parle plus à mes collègues de Flexi, on a plein de gens, c'est les cabinets avocats, ils seront ravis de ne plus avoir un mot de passe à rallonge. Et quand ils saisiront 14-12 et qu'ils auront 3 ou 4 clés, ils en mettront partout, chez eux, au bureau, même chez leurs clients principaux, et ils auront le même certificat sur cette clé, ils seront heureux. Voilà. Hein?
C'est quoi? Là, ils ont déjà un truc par clé pour transmettre les pièces au juge. À chaque fois, ils se plantent avec. Ouais, bon, bah, s'ils n'arrivent pas à faire le passwordless, ça, je peux vraiment rien pour eux. Hein. Écoutez, pour une fois, j'essaie de faire quelque chose de fonctionnel et pas trop technique. Alors, justement, ne rentrons pas ultra dans la technique. Le protocole FIDO2, c'est très complet. Je vous ai dit, c'est basé sur 2 autres protocoles. Comprenons globalement la chose. Il y a une clé publique et une clé privée. La clé privée, elle est évidemment sur notre petit clé YubiKey. Là, ça. La clé publique, c'est ça que vous allez enregistrer sur le service Microsoft 365, enfin sur le tenant Office 35, alias Azure AD. Et ça serait, vous savez, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Sébastien. Alors, je vais reprendre ton PC, ça sera plus facile. Tu avais ton tenant, je crois. Ah ouais, c'est tout ça. Attends. Chromium. C'est le bleu que j'utilisais moi? Ah non, Non. moi je t'étais. Ah, sympa, et donc. J'ai pas fait gaffe. T'as un tenant dans le coin ou je me connecte? Le bleu? Ok. Voilà, super. Donc là, il suffit d'aller rajouter un petit onglet. On verra bien avec quel compte je serai. Et donc, c'est dans la partie portalazure.com. Je prends le premier. Alors, lui, il n'a pas activé FIDO2, mais c'est pas grave. C'est juste que vous preniez le principe. Donc là, il faut juste rajouter. Excusez-moi, j'ai pas activé le clavier. Il faut juste rajouter Azure. La souris qui fonctionne aussi. Ah ouais, c'est bien, la souris, j'aime bien. Ça, il faut mettre Active Directory, c'est marrant. C'est vraiment des mélanges, on dirait qu'ils sont mélancoliques d'Active Directory. Pour trouver Azure AD, il faut taper Active Directory. Si vous tapez AD ou Azure AD, vous allez tomber sur autre chose. Attendez, on va voir ailleurs. Et donc l'idée, c'est que dans la partie donc, sécurité. Qui doit aider. Bon, bah, je vais me connecter avec ton tenant. Pourquoi il va mettre un admin? Regarde, Sébastien Poulet. Ah, bah c'est bon, voilà. Donc ça sera glissé en fait, c'est dans les stratégies d'authentification. Vous voyez, ici, il faut activer donc la partie FIDO2. Donc il y a tout un paramétrage à faire, donc vous faites oui. C'est pas méchant, il faut juste dire sur est-ce que je veux pour tel utilisateur. Et après, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur il va aller sur son My Sign In, et là il va aller dire je veux enregistrer une clé. Donc on a vraiment un mode self-service où c'est carrément l'utilisateur final qui peut aller sur son compte Office 365, faire un My Sign In et aller enregistrer sa clé. C'est extrêmement simple. L'expérience, elle prend 5 minutes. Il y a juste peut-être la partie saisie du passcode qui est un petit peu compliquée. En gros, il va vous dire, voilà, ajoutez votre clé FIDO, vous rentrez votre clé FIDO, il va vous demander de saisir un passcode. Donc là, il faut bien que les utilisateurs soient sensibilisés sur le fait qu'ils peuvent prendre un passcode extrêmement simple. Donc 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, c'est bon. Et ça peut être que des caractères type 14, 12 ou quelque chose comme ça. Et une fois que c'est fait, vous faites terminer et vous pouvez définir que la clé, ça devient votre méthode d'authentification principale. Ce qui est aussi intéressant à comprendre, et ça terminera la présentation, je n'ai pas le temps de tout vous montrer l'enregistrement, sinon on va vraiment être en retard, c'est qu'il n'y a que certains navigateurs qui gèrent le FIDO. Il faut bien être en dernière génération de navigateurs. Et comment on sait qu'on est sur le bon navigateur? Alors là, je pense que lui va me faire le coup de se loguer tout seul. Donc justement, c'est un très mauvais candidat au test. Ah non, c'est bon, j'ai été mauvais angle. Regardez, normalement, il y a Use Other Account, et ici, je peux mettre Sign In Option. Parce qu'on n'est pas obligé de faire l'ouverture de session. Et je vais rebasculer. Et attends, je bascule. Ouais, s'il te plaît. Et regardez, vous avez Sign In Option. En gros, il est possible, alors je vais faire un back. Alors, ça va arriver. Vous voyez ici, quand vous faites login.microsoftonline.com, pensez, les nouveaux navigateurs vont gérer un nouveau truc qui va s'afficher qui s'appellera Sign In Option. Vous cliquez là, et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire je me signe avec une clé de sécurité. Là, il va me demander, bon, bah, insère ta clé. Voilà, insert your security key into USB port. Voilà. Et là, il me demande maintenant ma clé de sécurité, donc mes 4 chiffres dans mon cas. Et on est bon. Et maintenant, il faut que je touche ma clé. Voilà. Et ça, on l'a testé sur l'attaque que je vous ai montré tout à l'heure. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe. Ça fait un peu ce qui est arrivé tout à l'heure comme erreur. Mais ça n'avait rien à voir comme ça. Ouais, ça affiche un beau message erreur. Pas évident pour l'utilisateur, mais en tout cas, ça passera pas. Pourquoi ça peut ne pas passer et pourquoi ce genre de méthode, là, je veux bien croire que ça protégera, c'est que le périphérique qui permet de faire un deuxième facteur d'authentification est sur le poste même qui est en train d'essayer de se connecter.
Normalement, ce qu'ils sont censés faire dans la documentation, c'est le périphérique, avant de balancer le signal d'authentification, vérifie que l'URL sur laquelle il est en train d'essayer de s'authentifier est bien l'URL sur laquelle il est censé envoyer ce genre de login mot de passe. C'est pour ça que dès que je vois des méthodes passwordless de Microsoft qui reposent sur le téléphone portable, je sais que pour l'attaque man in the middle, ils ne peuvent pas faire le boulot. Parce que le téléphone n'a aucun moyen de vérifier qu'il y a des périphériques qui sont en train d'essayer de s'authentifier. Ça va, c'est foutu. Je vais reprendre quelques slides. Ça, on en a parlé. Donc en résumé, le MFA, c'est à faire, mais c'est pas absolu. Ce qu'on appelle les mouvements latéraux, j'ai oublié un S d'ailleurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je vais aller voir le compte de Mathieu, mais que je sais que Mathieu, je ne pourrais pas l'avoir, je vais récupérer le compte de sa mère, et par le compte de sa mère, je vais lui envoyer une pièce jointe pourrie. Ça, c'est le truc classique qu'on observe. Là aussi, ça sera Mathieu, Donc, faites très attention, et ça repose notamment, ça, la prévention de ce genre de problème. Il y a des antivirus dans Exchange, on en a parlé tout à l'heure, mais ça repose aussi sur l'antivirus de votre propre poste. C'est très important. Après ça, si vous avez du MS, pensez que la meilleure manière de prévenir ce dont on vient de parler, c'est de prévenir le phishing. Donc le premier chapitre de ce matin, on va dire, il est essentiel. Vous faites des filtres par pays, par périphérique géré, etc. Le passwordless en 2020, oui, et en particulier le passwordless sur FIDO 2. On va savoir. Et je pense qu'on a fait le tour. Sur les questions de comment traquer les méthodes. Des questions là-dessus? Splendide. On va passer donc à un chapitre totalement différent. La fuite de données. Ouais. Vos utilisateurs sont déboulés. Enfin, nous aussi. Hein. Le chapitre d'après, c'est les admins. Mais on va d'abord s'intéresser aux utilisateurs. Premier truc. Donc, si vous regardez un peu, ils ont fait quelques. Il y a des petits rapports qui s'intéressent un peu à ce que pensent les DSI. Bon, aujourd'hui, on va considérer qu'il y a une menace intérieure. Il y a vraiment une prise de conscience du fait que l'utilisateur interne à la société peut exfiltrer de l'information. Ok? Sachant qu'aujourd'hui, l'information, outre le fait que vous pouvez, alors à chaque fois, on a souvent longtemps pensé tout ce qui était secret industriel, des choses comme ça. Et moi, ce que je note, c'est que depuis qu'il y a eu les histoires de RGPD, on va dire, il y a eu une prise de conscience des problèmes de fuite de données. Et quand vous faites une démarche RGPD sur les données personnelles, au passage, systématiquement, vous allez vous retrouver à fouiller dans la question des données sensibles, au sens large, et pas que la donnée personnelle. Et ça oblige les entreprises à se poser cette question. Jusqu'à présent, ils ne se posaient pas, ce qui est une négligence totale de leur part. Donc, mesurer des fuites de données, c'est un peu impossible, parce que vous ne le savez pas, généralement, quand on le fuit. Mais si, en sondage, on se rend compte que d'après les DSI, 70% de leur fuite, pour eux en tout cas, ça viendrait simplement de la bêtise de l'utilisateur. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à faire fuiter la donnée, mais par inadvertance, j'ai mis un fichier en pièce jointe et j'ai pas mis le bon destinataire du mail, par exemple. Moi, j'ai travaillé dans le corporate banking et je faisais du SharePoint. Imaginez le projet, il y en a qui sourient comme le projet. Et dans l'URL, quand vous connaissez SharePoint et les URL, en gros, on faisait un sous-site par client. Et donc, dans l'URL, il y avait le nom du client ou le nom de l'affaire. Ils m'ont fait tout un truc de réécriture du URL, etc. Parce qu'ils me disaient, si par inadvertance, j'ai un utilisateur qui est un boulet, qui envoie un mail à quelqu'un qui est extérieur à la société, l'extérieur pourrait savoir que tel client est un de nos clients. Et ça, c'est confidentiel. Quand vous êtes un peu avec les boîtes un peu sensibles sur ce genre de notions, c'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec du Office 365 par rapport à ça? Donc, il faut partir du principe, du coup, j'ai une donnée qui va sortir de la boîte. Ça va être un mail, ça va être un document. Je vais résumer, c'est mail ou document. La première chose pour se protéger, c'est d'utiliser un composant qui s'appelle RMS. RMS, vous l'avez connu, IRM, RMS, à l'époque du on-premise. Okay. Ça existe aussi dans Office 365, alors à partir de la licence E3. Si vous avez des utilisateurs en E1, c'est pas la peine d'essayer de jouer avec RMS. Et en version partielle, attention. Les limitations en plus. Voilà.
Et le principe est le suivant, c'est qu'elle va dire on va faire porter la sécurité sur le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chiffrer les documents. Si vous connaissez les histoires de PGP, tout ça, en gros, on a un système de clés publiques, clés privées. Et en gros, c'est votre AD qui va servir à gérer les clés publiques et les clés privées. Donc l'utilisateur, il ne les voit jamais, les clés. C'est pas son souci. Ok, mais en attendant, il va pouvoir chiffrer des documents. Les applis vont pouvoir chiffrer les documents. Et quand je récupérerai le document, il sera chiffré et avec ma clé à moi, je vais pouvoir déchiffrer le document. Très résumé, c'est ça. Je n'ai pas envie de vous casser la tête plus que ça. Il y a des jolies clés. Ok, on est sur des clés à 2 kg, c'est quand même pas mal. Ce qu'il faut retenir, parce que moi j'aime bien regarder est-ce que c'est pétable ou pas, avec les systèmes type RMS, vous pouvez donc faire en sorte. Alors je peux vous le faire sur une démo SharePoint vite fait. Mais est-ce que j'ai un SharePoint qui traîne? Non, j'ai pas de SharePoint. Parce que le RMS, ça veut dire que vous pouvez l'activer au niveau de SharePoint déjà de manière très basique. Il y a un truc à faire au niveau du tenant dans les paramètres SharePoint pour dire j'active RMS. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, dans vos bibliothèques de documents, ok, bibliothèque de documents, un peu mou. Bibliothèque de documents, paramètres. Quand vous activez RMS, vous avez une gestion de droits relatifs à l'information qui apparaît. Celui-là, il n'est pas par défaut. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, pouvoir dire tous les documents qui sont dans cette bibliothèque, on va les chiffrer systématiquement. Et ce qui se passera, grosso modo, c'est qu'il va aller appliquer les permissions de la bibliothèque sur le document. C'est-à-dire que seules les personnes qui ont accès à la bibliothèque sont habilitées à ouvrir le fichier, même si ce fichier, je le sors de SharePoint. Il n'y a que les clés de ces utilisateurs-là qui ont le droit de l'ouvrir. Vous cliquez un petit truc comme ça, vous faites restreindre. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'affichage des options. C'est-à-dire que quand vous mettez en place du RMS, déjà, il y a ouverture, pas ouverture. Et derrière, quand j'ouvre, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire? Est-ce qu'il a le droit de modifier le fichier? Est-ce qu'il a le droit de faire du copier-coller? Est-ce qu'il a le droit de faire des captures d'écran? And so on, and so on. Okay. Très puissant, du coup, pour justement prévenir la fuite d'informations. Attention cependant, autant le côté ouverture, pas ouverture, ça pour le casser, à part une énorme puissance de calcul, qui n'est pas du commun des mortels, ça on ne sait pas trop le casser, autrement que comme ça. Par contre, tout ce qui est, vous avez le droit de voir le document mais pas de faire de copier-coller, vous allez sur GitHub, il y a les sources. Dès lors que vous avez le droit en lecture seule sur le fichier, avec le petit truc qui est là-dedans, ça saura vous sortir une version du document où vous avez tous les droits. Okay. Et c'est très fâcheux que le document qui a une durée de vie. Parce que le RMS est énormément utilisé pour mettre des durées de vie à des documents contractuels, comme des propales. Et là, le fait de pouvoir contrôler comme ça, c'est vraiment fâcheux. Donc on vous a mis le lien, ça marche, c'est bien nickel. Donc ça, RMS, pardon? Il y a un contournement de ça? De contourner, c'est-à-dire le RMS au total? Non, le fait que ça ne soit cassable quand on a le document venu. Alors, ce qui sera cassable, c'est le fait de faire du copier-coller. Oui. Donc, mais par contre, si j'ai donné 0 droit à la personne, ça, je ne sais pas le casser. Oui. Et AIP par rapport à... Alors, à vrai dire, justement, Julien, c'est que le monde Azure connaît AIP. Microsoft est en train de sortir un truc qui est équivalent pour Office 365. Okay. Et ça s'appelle... Ça, on fait 365. Si, justement, AIP c'est Azure, à vrai dire, et c'est pensé Azure. Et là, ils sont en train de, depuis l'année dernière, ils sont en train de nous refaire toute la gamme, et c'est du... ça doit être Microsoft Information Protection. Oui, c'est ça. Le Azure Information Protection, qui inclut RMS, est renommé en Microsoft Information Protection. Voilà. Et là, tu vas pouvoir gérer ce que je vais te montrer là, directement, non pas depuis Azure, mais depuis ton interface d'admin Office 365. C'est pas tout à fait les mêmes menus. C'est plus basique, plus packagé pour Office 365. Et justement, ce truc-là, ça s'appelle, et ça va reposer sur un truc qui s'appelle les étiquettes de confidentialité. En français, sensitive labels.
Là aussi, toujours du E3 requis. Alors pourquoi hein? C'est parce qu'à vrai dire, il faut déjà avoir le client lourd, notamment, qui permet d'appliquer les étiquettes. Alors c'est moins vrai désormais, parce que l'application d'étiquettes, elle fonctionnait qu'en client lourd jusqu'au mois dernier. Depuis Ignite, si vous allez dans Office ODAP, vous allez être capable d'appliquer l'étiquette. Tout se connaît. Et donc, l'idée, c'est que dans les menus, désormais, vous avez un joli bouton. On va pouvoir définir ce qu'on appelle des étiquettes, ou labels, en anglais. Donc, par exemple, données confidentielles ou données personnelles, si vous faites du RGPD. Et pour chacune de ces étiquettes, on va pouvoir définir des comportements. Les comportements, c'est quoi? Chiffrement du fichier, je viens d'en parler, avec tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que je bloque le copier-coller? Est-ce que je bloque l'impression? Est-ce que je bloque la capture d'écran? Alors, je peux bloquer la capture d'écran, je ne pourrais jamais bloquer le mec qui prend une photo de son écran. Maintenant, un mec qui s'amuse à prendre des photos de son écran, il ira toujours moins vite pour récupérer 1 Tera de documents que si je n'avais pas mis. Encore une fois, hein, un mec qui veut récupérer une information, il arrivera toujours à récupérer une information. Faire une exfiltration de masse de documents, c'est une autre paire de boucles désormais. Donc, chiffrement des fichiers, restriction des permissions, la possibilité d'intégrer directement un petit truc au fond de votre document. Alors, soit vous le mettez en en-tête, soit en pied de page, soit au fond. Est-ce que je le mets en diagonale? Est-ce que je le mets en rouge? Est-ce que je le mets en noir? C'est paramétrable, ce truc-là. Et je n'en ferai pas la démo parce que j'ai pas ce qu'il y allait pour le faire fonctionner, mais si vous utilisez du Intune, que vous avez activé Windows Information Protection, vous êtes en capacité de définir des comportements du genre, si c'est un document étiqueté avec une étiquette de sensibilité, alors ce document-là, je n'ai pas le droit de le mettre sur une clé USB. Alors ce document-là, je n'ai pas le droit de le mettre en pièce jointe sur du Gmail, à travers du navigateur. Maintenant, ne pas le foutre en pièce jointe du navigateur, ou pas le foutre sur le périphérique USB, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce soit chiffré. Vous avez compris l'histoire de chiffrement, c'est-à-dire qu'à vrai dire, le document il est réellement chiffré. Je prends ce doc, je le fous sur une clé USB, je rentre chez moi, le doc il s'ouvrira pas. Okay. Ce doc, je le file à mon collègue qui n'a pas accès au SharePoint, il ne s'ouvrira pas non plus. Pourquoi? Parce que pour récupérer la clé de déchiffrement, il faut qu'il se connecte à l'Azure AD. Et où c'est ce qui est Dans l'Azure AD. Complètement cher. Du coup, de chez toi, si on est connecté sur Azure AD, pourquoi on n'a plus accès à Ah, si je suis chez moi et que je suis connecté à l'Azure AD, oui. Il faut qu'il y ait le mot de passe en ligne. Et grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si je suis sur ce poste qui n'est pas connecté à mon tenant, Et que tu connais pas le mot de passe Azure AD pour te connecter, par exemple, depuis ton client web, non. C'est vraiment le login Azure AD qui te permet d'accéder à ta donnée chiffrée. Si il me l'a partagé à g.mathieu@flexi.fr, je vais avoir accès. Mais si je ne connais pas le mot de passe de ce compte Azure AD, je n'aurai jamais accès. C'est une donnée chiffrée, il faut les casser chez vous. le document, il est consultable offline. Non, il est absolument plus consultable offline. En fait, c'est ça tout le principe, c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est que tu mets la sécurité au niveau de la donnée. Tu n'as plus à t'embêter avec les permissions de TFS. Si jamais elles sont faillibles chez toi, tes documents importants, c'est directement au niveau de la donnée qui sont protégés. Mais ça veut dire que tu as besoin quand même au moins une connexion. Oui, mais il y a un mécanisme de cache. Une fois que tu as ouvert une fois, tu as un. tu peux le paramétrer ça. Est-ce qu'on laisse le fait qu'une fois que ça a été ouvert, je puisse le rouvrir ou pas? Ça va poser des inconvénients, mais c'est de la donnée sensible. Okay. Donc ça, on ne va pas le faire sur tous les documents. C'est à ne faire que sur les données sensibles. Ça va avoir un impact sur l'expérience utilisateur. Déjà, à minima, vous avez une lenteur à l'ouverture. Ah oui, forcément, il y a des chiffrements, une récupération, etc. Vous allez le voir, si vous essayez d'ouvrir un fichier, un vieux fichier tout pourri qui est... je dois en avoir, pas là-dedans. C'est pour là. Doc démo, voilà. Ça, c'est un fichier congé sans solde qui n'est pas signé. Vous voyez, 1, 2, 3, off, c'est ouvert. Je prends le même fichier qui a été signé, juste à côté. Alors déjà, ouais, quand il veut. Ah, il a été trop rapide en gros. Mais à vrai dire, si vous regardez bien, configuration de la gestion de droit, vous l'avez vu passer. Si, il est passé. Et vous voyez quand vous ouvrez le fichier, il est étiqueté, alors j'ai appelé mon étiquette ma super étiquette parce que je n'étais pas inspiré. Peut-être clique sur afficher autorisation. Voilà, et je vois les autorisations que j'ai sur le fichier. Est-ce que j'ai le droit de modifier, copier, coller, etc. Bon là j'ai mis à oui, il faut plus mettre à. On peut garder la main sur la gestion des clés. C'est pas vous qui le gérez.
Alors, il y a quand même un mode, si, il y a un mode, alors par défaut non, mais il y a un mode qui s'appelle Bring Your Own Key. qui Non, permet c'est pas de- du tout la même chose, ça. Le Bring Your Own Key, c'est pour la clé générale qui sert Oui, au c'est chiffrement. ça la question. Non, ça, on parle des clés de chaque utilisateur. Ah, non, là, non, ça c'est une Le Bring Your Own Key, c'est encore une terme de truc qui sert à péter le tenant le jour où vous n'êtes pas content avec Microsoft. Après, vous débrouillez, vous pétez le tenant, vous n'avez plus accès à vos données. Microsoft est flexé, vous n'en faites pas. Donc voilà. Sur les données chiffrées, comment ça se paramètre? Vous allez dans le centre de sécurité et conformité, vous allez dans la partie classification, étiquette de confidentialité. Vous demandez à créer une nouvelle étiquette, vous lui donnez un nom, l'infobulle qui va bien. Suivant. L'infobulle est obligatoire. Un instant. Suivant. Est-ce que je veux chiffrer ou pas? Ouais. Si je veux chiffrer, quelles sont les autorisations? Non, c'est pas le bon truc. Est-ce que j'autorise l'accès hors connexion ou pas, justement, à l'utilisateur? Par défaut, vous le mettez à toujours. Si c'est vraiment des données sensibles, mettez-le à jamais. Et du coup, si tu mets pendant un nombre de jours limité, tu retournes sur le fait que le document, tu peux l'avoir et recasser le code. Non. Parce que tu peux bien l'ouvrir hors connexion sur ton poste. Ouais. Mais ça veut dire que c'est quand même moi qui l'ouvre sur mon poste. Ou sinon, c'est que la personne a piqué mon poste. Je me suis fait tirer mon poste. Attribuer les autorisations maintenant. Il faut attribuer les autorisations. Client, voilà. Marquage de contenu, c'est le watermarking. L'ajout de filigrane en fond. D'accord, vous voyez, vous pouvez personnaliser le texte, quelle police, quelle couleur, en diagonale, pas diagonale. Le PDCD point de terminaison, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre de bloquer la copie sur clé USB. Mais alors là, c'est que vous avez en plus composé le scénario avec du Intune et du Windows Defender. Et enfin, vous allez pouvoir définir des politiques pour l'application automatique des étiquettes. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai montré là, pour appliquer l'étiquette, j'ai une insensibilité, j'applique l'étiquette. Alors, ça, c'était jusqu'à présent. Je vous ai dit que désormais, si vous ouvrez un document dans Office Web Apps, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi d'ailleurs pour les mails. D'accord? Quand je vais rédiger un mail, je vais pouvoir lui appliquer une étiquette de confidentialité. Okay. Donc ça permet à l'utilisateur de dire, ça, attention, c'est du document dangereux, il faut faire quelque chose en particulier. Bon, le problème, c'est que les utilisateurs ne sont pas forcément tous consciencieux. Ils ne vont pas tous, tout le temps le faire. Donc, ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec la partie DLP, qui est ce truc-là, c'est de trouver des conditions assez basiques. Alors, dire, ça repose complètement sur le regex. Okay. Par exemple, pour aller détecter, est-ce que ça contient un numéro de passeport? Est-ce que ça contient un numéro IBAN? Parce qu'un numéro de passeport, c'est un format particulier. Donc, s'il y a un mec qui rentre un truc qui ressemble à un numéro de passeport, je vais directement aller flaguer le document. Ou je vais proposer à l'utilisateur de flaguer le document. Okay. D'expérience, c'est pas génial. C'est assez lent, c'est très pourri à tester. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Vous pouvez aussi lui fournir des dictionnaires de mots, si vous êtes dans le médical. Eh ben, le problème, c'est que le dictionnaire est très petit. Je crois que c'est, je sais plus, c'est 10 mégas ou un truc comme ça. C'est ridicule en taille. Donc ça va bien pour une centaine de mots. Par contre, si je suis dans le médical, à vrai dire, j'ai normalement mon dictionnaire de mots que je ne veux jamais voir dans un document sensible. Eh ben, il est beaucoup trop important. Pareil, pas tes externe. Non. Donc, à vrai dire, c'est assez limité la partie, cette partie DLP là, pour le tagging automatique. Vous pouvez jouer avec, c'est pas une panacée. C'est pas pour rien qu'il y a des outils externes qui existent sur le marché pour faire ce boulot-là à la place. Et c'est dans le plan 2. C'est à partir du E5. Le plan 2. C'est du E5 pour faire ça. Là, du moins, l'étiquette E3, le fait de taguer automatiquement E5. Ce qu'il faut retenir sur votre création d'étiquette, vous créez votre étiquette, avant qu'elle apparaisse un peu partout, il va se passer au minimum un jour. C'est pour ça que je vous dis à tester, etc. C'est une pourriture, ça. Et la partie Exchange, ça peut être jusqu'à 7 jours.
Et il y a une limitation toute bizarre, il faut que la mailbox fasse au moins 10 mégas. Sinon, vous ne verrez pas le menu. Donc à la première étiquette que vous avez créée, tant que vous n'avez pas créé le bouton sensibilité, à dire il existe même pas. Et à partir du moment où vous allez commencer à les créer, ben, vous attendez 24-48 heures afin de commencer à les voir dans les exchanges, dans les documents qui sont stockés dans OneDrive, les documents qui sont stockés dans SharePoint. Le but de Microsoft derrière, dans Microsoft Information Protection, c'est de faire en sorte que même dans Windows, demain on ait les menus. C'était l'Ignite de l'année dernière, projeté de faire ce genre de choses. Vraiment dans les expériences de l'explorateur, etc. Les nouvelles qui ont été annoncées là à cet Ignite-ci, c'est que les étiquettes seront disponibles, je vous ai dit, sur tout type de client, c'est cool. Ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent sur les autres étiquettes, dès que vous taguiez un document et qu'il était chiffré, le moteur de recherche n'indexait plus le contenu du document. Vous ne pouviez plus ouvrir ce document dans Office Web App. Tout ce qui était coédition, fortiori, ça ne marchait pas non plus. Et tout ce qui était e-discovery ne fonctionnait pas non plus. Dommage pour les documents sensibles. Ça devrait fonctionner. À vrai dire, je n'ai pas refait les tests complets, mais le Office Web App, il fonctionne, je vous confirme, pour les documents chiffrés. Ce qui est annoncé aussi, parce que là je vous ai dit, bon, bah, le seul moyen de taguer automatiquement des documents, c'est de faire leur restore jusqu'à présent de DLP, et donc je ne suis pas un grand fan. C'est que vous allez pouvoir associer une étiquette, soit par collection de sites, soit par Teams. Tout ce qui est dans cette collection de sites-là est automatiquement tagué avec cette étiquette. Tout ce qui est dans ce Teams-là est automatiquement tagué avec cette étiquette. Ça, déjà, c'est vachement plus intéressant. Très basique. Et du coup, ça apparaîtra, vous voyez, en haut à gauche de ma collection de sites. Et j'aurai un petit bandeau disant attention, quand vous essayez de récupérer les contenus de ce truc-là, il y a ça. Autre chose, c'est que la nouvelle version de Edge Chromium est vachement bien. Elle contient un truc qui s'appelle PDFium, je crois, qui vient de chez Google. Et on va dire, vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais si vous avez utilisé déjà le nouveau Edge, il sait ouvrir tout seul comme un grand les PDF. Il saura ouvrir les PDF protégés. Alors qu'aujourd'hui, par contre, Acrobat Reader, il n'ouvre pas les PDF protégés. C'est PDF, protéger un PDF avec ce que je viens de dire. Ça fonctionne. Et le Acrobat Reader ne le lira pas. Il faut télécharger, par exemple, c'est quoi, c'est Foxit. Ouais, c'est ça. Ça, il le gère, Foxit. Sinon, vous avez un client de lecture, un lecteur PDF de chez Azure Information Protection. Lui, il fonctionne. Okay. Sur les PDF, il y a eu plein de trucs assez rigolos qui ont été annoncés, notamment la possibilité directement dans Chromium de pouvoir dessiner sur le PDF, par exemple, pouvoir le signer l'enregistrer, remplissage de formulaire PDF. Et alors ça, je l'ai vu, moi je trouve ça hallucinant, ils n'en ont pas beaucoup parlé, la possibilité de faire des signatures numériques de PDF. Moi je suis content, hein. C'est juste ça va foutre sur la paille quelques éditeurs. Application automatique d'étiquette avec les DLP, ça je vous en ai parlé, je vous ai dit c'est pas ma tasse de thé. Chaque fois on le teste, à chaque fois je fais des POC et à la fin ça finit à la poubelle. Application étiquette, ça on en a parlé, mais je vous ai dit je ne vous ferai pas la démo. Par contre, autre nouveauté Ignite qui a été annoncée, c'est la capacité dans les clients Office Pro Plus, en temps réel, je suis en train de rédiger et je vais catcher le fait que vous êtes en train de mettre la chaîne de caractères. Okay. Il y a ça. Il y a un autre truc qui a été annoncé qui s'appelle les Trainable Classifiers. Tout nouveau, tout beau. Et là, autant les DLP c'était de la regex, là l'idée c'est de faire du machine learning. Okay. Ça va être assez épais à utiliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... Alors, pour l'instant, ils nous ont sorti un certain nombre de trucs, Offensive Language, Code Source, Profanity, Menace. Pas très intéressant pour la sécurité, mais plutôt pour l'ambiance au sein de l'entreprise. Et ils nous ont dit qu'on pourrait créer nos propres systèmes de détection. Okay. Alors pour créer ce genre de truc, c'est du machine learning, donc comment il va falloir faire? Vous allez lui filer un paquet de documents positifs, c'est-à-dire un paquet de documents confidentiels, un paquet de documents pas confidentiels. Il va apprendre tout seul, hein, c'est du ML, donc il essaie de comprendre tout seul les critères qui vont bien, les mots qui vont bien, ce genre de choses.
Puis à la fin, vous lui filez un paquet. Vous lui dites, bah, check-moi ça. Il vous fera le check. Et puis vous irez pointer les documents pour dire est-ce qu'il a bien détecté, pas bien détecté, etc. Juste 500 fichiers pour apprendre, 10 000 à pointer si vous voulez faire vos propres systèmes. Autant vous dire que vous n'allez pas le faire dessus. Mais en tout cas, ils l'ont annoncé pour l'année prochaine. Trainable Classifiers. Donc ça, c'était sur la partie sécurisation des données. Et grosso modo, la recommandation que je vais vous donner, c'est oui, il faut le faire, vraiment. Mais c'est pas à l'IT, entre guillemets, de porter ça. Si vous avez des records managers, ce genre de choses, c'est à eux de porter ce genre de réflexion, c'est-à-dire la classification de l'information au sein de l'entreprise, les différents niveaux de confidentialité. Et derrière, il faut faire beaucoup d'informations auprès des utilisateurs pour l'utilisation de ces étiquettes-là. Au niveau du board, des DG, etc., ça vont être assez friands, ce genre de choses. Enfin, autre nouvelle du MS Ignite, ils ont annoncé un nouvel outil qui, à mon avis, ne sera pas dans la licence 3, mais plus dans la licence 5. L'idée est la suivante, c'est de fliquer les gens sans trop les fliquer. À vrai dire, c'est ce qu'ils ont mis en place en interne chez Microsoft. Ça a été conçu sur la base des besoins de Microsoft. Parce que des mecs qui se barrent avec les codes sources ou les infos confidentielles chez Microsoft, ils ont dû en croiser quelques-uns. Et donc là encore, c'est du machine learning. Et l'idée, c'est de regarder l'activité des utilisateurs. Regarder qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il télécharge un peu plus que prévu par rapport à l'habitude, ou est-ce qu'il télécharge des trucs en particulier confidentiels alors qu'il n'a pas trop normalement à y foutre le museau, quoi. Et derrière, quand il va détecter qu'il y a un comportement anormal, il va remonter une alerte auprès de l'administrateur. Vous pouvez le configurer pour que ce soit anonyme, donc juste il y a un utilisateur Alpha 192, et je vais pouvoir avoir une timeline et voir un peu les documents qui ont été tapés, etc., etc. Je peux voir vraiment les documents qui ont été téléchargés, ce genre de choses, pour comprendre qu'est-ce qui a été fait. Si je me rends compte que le document, ou du moins que cet utilisateur a vraiment un comportement anormal, par exemple c'est un utilisateur qui est clairement en train d'essayer de me pomper les données, là je peux transmettre, et on peut mettre un workflow en place qui transmettra ça au legal, par exemple, pour que le legal lui tombe dessus. Ça s'appelle Insider Risk Management, et c'est prévu 2020-2021. Toujours sur la gestion de la prévention des fuites de données. Généralement, on gère toujours très bien la partie mes utilisateurs. On bâcle la gestion des utilisateurs extérieurs. Pourquoi? Parce que j'ai vachement moins la main dessus. Faire de la prévention, les étiquettes, tout ça avec les extérieurs, c'est pas trop faisable. Okay, donc, bien retenir que quand vous êtes sur l'Office 365, vous pouvez ouvrir vos espaces, que ce soit les SharePoint, les Teams et le OneDrive, aux utilisateurs extérieurs. Vous avez plusieurs niveaux de partage. Vous pouvez partager en obligeant l'utilisateur à se créer un mot de passe auprès de Microsoft, ou on peut faire de la génération du RE unique. Il y a les deux qui existent. Okay. Bon, ces trucs-là, il va être pertinent d'avoir une gestion fine et de ne pas l'activer sur toutes les collections de sites. Vous verrez que par défaut, on va le désactiver partout. Et ça va être, vous mettez en place une gouvernance pour dire, demander aux utilisateurs de justifier pourquoi ils demandent à ouvrir. Okay. Vous pouvez restreindre à certains domaines, donc juste par collection de sites, par Teams, etc. Vous pouvez l'activer. Donc soit vous pouvez déjà regarder, est-ce qu'on utilise le lien unique? Ça, à vrai dire, alors on a marqué à désactiver, c'est un peu plus subtil que ça, c'est à désactiver pour le PK moyen. Ok, là on l'envoie de lien unique. Pourquoi? Donc vous avez deux méthodes de partage avec l'extérieur. Soit avec un login et un mot de passe, grosso modo, c'est-à-dire que vous dites je partage avec kevin.revel@revel.fr par exemple. Ok, et Kevin derrière doit se créer un mot de passe auprès de Microsoft. C'est pas moi qui le gère, mais en attendant, Kevin il est dans mon AD. Donc le jour où Kevin il fait des bêtises dans mon tenant, je sais que c'est Kevin. Alors que si je fais du partage avec du lien unique, ça génère une belle URL unique. Ça, je le fous dans un mail. Toute personne cliquant sur le lien apparaîtra en anonyme, donc je ne sais pas qui est derrière. Mais surtout, derrière, je peux transférer les mails. Ça peut, je veux dire, le lien, il peut transiter de personne en personne. J'ai aucun contrôle dessus. Donc,
ce que je veux vous dire, c'est le coût de l'activation pour tout le monde, des liens uniques, là. Ça, vous le faites uniquement sur des espaces qui ne contiennent pas de données sensibles. Et par défaut, vous le bloquez. Ok. Vous pouvez le régler côté SharePoint, côté OneDrive, à partir de l'admin central SharePoint, dans les options de partage désormais, c'est bien foutu. Avant, c'était un peu planqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez définir pour les liens uniques, vous pouvez donner, on va dire, et par défaut, c'est pas le cas. Donc ça, je vous invite à le paramétrer, c'est-à-dire donner une date de péremption des liens uniques. Et ce que vous allez pouvoir faire prochainement, ça aussi, ça a été annoncé, je ne sais plus si dans quel slide, si je vous fous dans une slide, ouais, voilà. On va pouvoir le faire aussi pour les gens qui se créent un mot de passe, leur donner une durée de vie. Tu te crées un mot de passe et tu as quand même accès pour 30 jours, pas plus. Ça, c'est pour le paramétrer sur l'ensemble du tenant. Et si vous voulez paramétrer, par exemple, sur une collection de sites SharePoint, on va dire, vous allez dans l'admin, vous avez un petit bouton partage qui traîne. Et là, vous allez pouvoir dire, sur cette collection-là, voilà le niveau que je me permets d'autoriser. Okay. Ça marche aussi pour les Teams. On va dire, c'est depuis SharePoint que ça se paramètre. Quand je veux le faire sur du OneDrive, je vais sur l'utilisateur et je vais gérer le partage externe sur le profil, sur la page de gestion de l'utilisateur. Ça c'est intéressant. Il y a un truc que j'ai oublié de dire et ça m'en reviendra plus tard. Qu'est-ce qui est intéressant à dire sur vos utilisateurs extérieurs? Si vous voulez récupérer la liste des IP, la liste des logs de vos utilisateurs extérieurs, il y a un mec qui s'appelle Tony Redmond. Si vous ne le connaissez pas, vous vous intéressez à ce qu'il écrit, c'est très intéressant. Je déconne pas. Il a fait tout un script qui permet de récupérer tout ça. Vous faire un joli rapport bien propre sur vos données. Sur tel utilisateur extérieur, vous n'avez pas le nom, mais au moins vous avez l'IP. Après une IP, ça ne fait pas tout. C'est ce que les mecs utilisent du VPN, on n'y est pas encore. Donc qu'est-ce qui était annoncé au MS Ignite sur cette partie-là? Le fait que désormais on va pouvoir, dès lors qu'un document est tagué, comme étant sensible, faire en sorte que il sera juste impossible de faire du lien anonyme dessus. Par exemple, il n'y a pas de lien anonyme, c'est sur le niveau confidentiel, surtout pas. Pouvoir bloquer le téléchargement des fichiers. Ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, c'était sur les formats Office, Word, Excel, PowerPoint. Je pouvais, quand je partageais avec l'extérieur, dire il est en view only, il ne peut le voir qu'au travers du navigateur. Et donc ne pas télécharger le fichier Word, par exemple. Okay. Ça marchait bien pour les fichiers Office, maintenant ça va fonctionner pour tous les formats de fichiers supportés par Office Web Apps. Donc ça va inclure le PDF, ça va inclure les fichiers CAD, etc. Et la limitation du temps d'accès pour les utilisateurs externes authentifiés. Je ne vous montre pas le détail, mais ce qu'il faut retenir aussi, ce que vous pouvez définir, alors pour Teams c'est un peu particulier, mais définir des noms de domaine pour vos utilisateurs externes. Vous pouvez très bien dire, les gens ont le droit d'ajouter des gens comme utilisateurs externes que des gens appartenant à ce domaine-là. Je crois qu'on peut le faire depuis l'interface, mais on peut surtout le faire en PGM. Je ne vous ai pas préparé les slides sur ça. Vous le faire ou... Non, je vais le faire. Je un peu. Parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule slide là-dessus. Il n'y a qu'une seule slide, Ouais. et qu'est-ce qui paraît plutôt. Toujours sur les. Pour éviter les fuites de données, un petit truc à faire, c'est ça qu'on a bien observé. Quand vous faites pirater une boîte, quand vous faites pirater un compte, le premier truc que va faire le pirate, c'est de faire en sorte de créer une petite règle de reroutage des mails, de forward des mails. Parce que par défaut, sur tous les tenants Office 365, vos utilisateurs ont le droit de se créer une règle dans leur compte Exchange pour se forwarder les mails pro sur une boîte extérieure. Ça n'a rien à foutre dans le métier, ça devrait être bloqué depuis longtemps. Donc ça, la bonne pratique, ça coûte pas cher, vous le bloquez. Ceux qui viennent râler chez vous, il va falloir qu'ils le justifient tôt. Quand vous faites ça, cette ligne de PShell là va vous permettre de récupérer toutes les boîtes mail qui ont des règles de forwarding. Celle-là va permettre de supprimer les règles de forwarding qui ont été créées. Celle-ci va vous permettre de faire en sorte qu'ils ne puissent plus le faire à l'avenir. Dernier point, oui. Juste petite question, c'est juste vis-à-vis des boîtes externes, parce qu'il y a des fois sur les boîtes génériques, on a besoin de mettre en place des règles de forwarding global. C'est pour tout le monde, c'est interne externe.
c'est pas trop une bonne pratique. Il faut mieux que tu aies plutôt le côté, par exemple, si tu une share mailbox, il faut mieux que tu dises j'accepte, enfin, je donne le contrôle full access Je suis à d'accord. telle ou telle personne. C'est pas avec du forward de mail qu'il faut travailler. Parce que vraiment, l'attaquant, il va jouer à ça. Hein. Dès qu'il va accéder à une boîte aux lettres de quelqu'un de sensible, hop, il se met ton petit forward vers une adresse email qui s'est créée, qui est bien sur un truc bien pourri, et puis comme ça, il va tout pomper l'email. Donc il faut vraiment pas jouer avec les forwards de mail. C'est là, la préco, tu l'as dans toutes les bonnes pratiques pour durcir un tenant Office 35. Tu peux mettre une petite exception. Tu peux faire des exceptions, mais il faut éviter dans la mesure du possible. Le forward de mail n'est jamais la bonne solution. Si tu as besoin d'accéder au contenu d'une boîte aux lettres, tu fais une share mailbox, tu la convertis en share mailbox. Ou au pire, tu fais un contrôle, un full access. Quoi. Tu mets des droits dessus, même si c'est pas une share mailbox. Ce qui est avec la share mailbox, c'est que tu payes pas. Les licences. Les limitations ne sont pas les mêmes sur les share mailbox. Ouais, c'est 10 gigas, je crois aussi, la taille de la boîte, ou quelque chose comme ça. Alors, je vous en ferai pas la démo complète parce que là ça commence à tirer un peu. Mais juste retenez aussi que dans votre EMS, si vous avez du E5, vous avez un truc qui s'appelle Cloud App Security. Ce truc-là, il va vous servir à quoi? Alors, le premier truc que vous allez faire, c'est de le plugger sur les logs de votre firewall. Et ça va vous permettre de détecter tout ce qui est Shadow IT. Il sert à ça. C'est un outil qui sert à dire, là vous avez un utilisateur qui est en train de se connecter par exemple sur du Gmail. Accessoirement, si vous ne le connectez pas sur votre firewall, il a un autre usage qui est très intéressant. C'est qu'il vous sert à détecter les mecs comme moi qui se connectent un coup en Angleterre et un coup en France en 5 minutes. Il vous balance des vieilles alertes à chaque fois en disant non mais c'est pas normal que ce mec-là se connecte à cette vitesse-là de 2 endroits différents. Donc très intéressant aussi, accessoirement, pour prévenir ce genre de truc. Mime, ça c'est pour toi. Ouais. Je faisais juste une parenthèse, Cloud App Security, il le retourne un peu dans tous les sens. Normalement, au début, c'était vraiment j'analyse les logs du firewall et je détecte du Shadow IT. C'était ça le cœur de métier de la bestiole. Entre autres, hein, après ça, c'est un CASB classique. Mais là, ils le mettent vraiment en interconnexion avec tous les outils. C'est-à-dire que ça passe par Cloud App Security pour interconnecter différents outils. C'est vraiment impressionnant. Ce que je vous présente maintenant, c'est. On a vu la fuite de données. Par les problématiques d'accès à la donnée, de permission sur la donnée. On n'a pas vu encore la fuite de données du fait de quelqu'un qui n'aurait plus dû être là. Des problématiques de pur provisioning, déprovisioning des comptes. Et je pense que c'est vraiment important qu'on voit ce point-là pour bien comprendre les choses. Donc je m'explique un peu plus clairement. Souvent en entreprise, on crée des comptes de manière plus ou moins automatique, mais au final, le résultat il est que l'utilisateur a tous ses comptes comme il faut. La problématique, c'est quand il part, ou alors quand il est muté. Souvent, on oublie de désactiver certains de ses accès. Donc, ce qui est intéressant avec cette solution MIM, qui est en fait une solution de provisioning des identités. Alors, tout ça, le provisioning et la fédération d'identités, on appelle ça la gestion d'identité. Là, c'est vraiment une solution de provisioning d'identité. Le cœur de métier, c'est je crée, je modifie, je supprime des comptes, enfin l'objet identité et les comptes associés, ainsi que les habilitations de ces comptes-là, de manière automatique via un référentiel RH ou Pay, ou de manière manuelle via une jolie interface web. Bon, ben, la solution qui répond à ça chez Microsoft aujourd'hui, c'est MIM. Il faut savoir que MIM, il faut savoir surtout qu'Azure AD Connect, c'est un fork, une version dérivée si vous préférez, du MIM Service et du MIM Synchro Services. Il faut aussi savoir que MIM 2016, le produit, en fait, c'est pas un produit, mais c'est plusieurs produits qui ont été rachetés à différents moments. Et il y a des opportunités. Par exemple, le MIM Synchro Services, qui est alias le MIS et qui s'est aussi appelé à un moment ILM, c'est aujourd'hui un produit qui est gratuit. Il faut juste une licence Windows Server. Vous avez un serveur, vous avez la licence. Il faut une base de données, donc vous pouvez prendre un SQL Server en mutualisé, hein, c'est pas non plus obligatoire d'avoir une base dédiée. Et vous pouvez installer votre moteur de MIM Synchro Services. Donc là, j'ai une démo MIM Synchro Services, on va en parler maintenant. Après, ils ont racheté un truc qui a donné le MIM Service, MIM Portal. Donc là, c'est un site SharePoint avec un portail qui est d'ailleurs pas très joli par défaut, que heureusement on peut customiser un minimum, et pas forcément super bien intégré. C'est-à-dire que le MIM Synchro Services, c'est vraiment un moteur de synchro en soi, et le MIM Service, c'est aussi un moteur de synchro qui en fait permet de créer des règles avec une jolie interface graphique, mais qui sont jouées par le MIM Synchro Services. Ce qu'on appelle les ERE pour les connaisseurs. C'est pas forcément très simple, une architecture un peu compliquée.
Et puis ils ont continué à racheter d'autres produits, ça a donné BHOLD. Et aujourd'hui, BHOLD, le support dit ne surtout plus le déployer. Et ça a donné quelque chose qui s'appelle Azure AD, Access Review, qui est disponible aujourd'hui. Donc on va en parler. Et enfin, il y a la partie Certificate Management qui est relativement peu usitée. Et puis il y a le fameux PAM. Mais le PAM, c'est un peu la même logique que ce qu'on va voir tout à l'heure, qui s'appelle Azure AD Privileged Identity Management. C'est la gestion des comptes à fort privilège au niveau Active Directory. Alors que notre ami Azure AD Identity Privilege Management, ça c'est côté Azure AD, alors que PAM c'est côté AD. Donc le PAM de MIM. Voilà. Donc je vous ai mis le lien qui vous permet de vous dire que MIM Synchro Services est gratuit, gardez-le précieusement. Et je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à une petite démo qui nous permet d'illustrer ce schéma-là. Alors je vous donne les infos et puis après on fait la démo. Comment, là c'est juste un MIM Synchro Services. J'ai un référentiel RH, d'ailleurs j'en ai deux, et je les ai consolidés dans une base SQL. Je vous montrerai le petit script SQL Server Import Services qui permet de faire ça. Je vous fournirai les sources, je ne l'expliquerai pas, mais je vais faire la démo avec. Ça va me créer tout ça dans une jolie base SQL qui est là. Donc je vais consolider plusieurs bases RH, rendre mes identifiants de type Employee ID uniques. Et mon premier objectif, ça va être de les importer. Donc on verra qu'il y a une tâche qui s'appelle Import dans ce qu'on appelle le connector space. Chaque système cible, donc là il y en a deux, SQL et AD. Chaque en fait système cible, donc AD SQL, a une copie en lecture du système cible qu'on appelle un connector space. Et après il y a une opération qui s'appelle le synchronize qui va permettre d'aller copier les données, alors soit de projeter les données dans la métaverse, soit de les updater. Donc ce sont ces actions-là. Donc en fait, toutes ces flèches-là, pensez que c'est le synchronize. Et enfin, le synchronize, vous voyez, il peut aussi faire de la projection, donc ça c'est quand c'est connector space vers métaverse. Donc le métaverse c'est le méta-annuaire. Et quand on doit faire une action dans un système cible, donc on va créer un compte par exemple dans l'AD à partir de la donnée SQL, il va faire une opération de provision. Et là, ça va nous créer à ce moment-là, dans le connector space AD, un objet. Et enfin, on a l'opération d'export pour exporter. Et bien, ce que je viens de vous montrer là, c'est trois opérations import, synchronize. Donc synchronize, c'est tout ça. Hein. Et export, c'est ce que vous avez dans Azure AD Connect. Donc justement, c'était pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui, pour que vous puissiez mieux comprendre comment Azure AD Connect fonctionne. Sauf que là, ça va être une vraie version de notre outil. Alors, je vais juste reprendre la place, s'il te plaît. Sébastien, si tu peux reprendre le PC. Ah là là, c'est formidable. Il peut le faire. Voilà. Je vais vous montrer la plateforme. Hop. Ça, c'est pas à moi. Ça, on fera plus tard. On verra. Donc, la plateforme, elle est là. Donc, comment ça se présente? Tout d'abord, un petit fichier CSV. J'en ai deux, HR1 et HR2, avec chacun ses conventions de nommage. Donc là, ce qui est amusant, c'est que j'ai mis les mêmes numéros d'employé ID, donc j'ai un conflit. Comment ça, il ne veut pas? Ah, c'est embêtant ça. Ah, hop, hop, là, on va pas être d'accord si j'ai pas la main. Mieux. Allez, j'y arrive. Oui, tu as oublié enfin, ça y est. Non, deux. Donc voilà, on a notre joli fichier, notre jolie machine avec notre serveur MIM. Donc la base, c'est le fichier HR. Donc j'en ai deux. On va simplifier la vie. J'ai juste besoin d'un volontaire qui veut devenir membre de la famille MS Report. Attention, si la personne qui se désigne, j'en saisis un. Donc ça va être précisément même la famille Paulet. Personne? Bon, bah ça sera Johan, la victime. Désolé, Johan. Donc tu es arrivé le 1er octobre 2019 dans la famille Paulet et tu vas partir en 2020. Allez, on va dire le 10 novembre. Ça, c'est ta contract end date et ta termination date, on va aussi la mettre à 2020 pour être cohérent. J'en profite pour modifier des petites bêtises que j'avais mises là. Enfin, je n'utilise pas la termination. Vous voyez, j'ai un référentiel RH, donc j'exporte ce référentiel RH tous les jours et je viens de définir que notre ami Paulet Johan, son manager, c'était Sébastien Paulet. Donc il est là ton manager.
Tu vois, c'est quelqu'un de très humain, mais qui aime qu'on soit à l'heure au niveau des présentations. C'est très important. Alors, comme j'ai plusieurs référentiels RH, la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer tout ça dans ma base SQL intermédiaire qui construit tous mes fichiers CSV qui sont normalisés, en créant un identifiant qui est complètement unique. Donc là, regardez, maintenant j'ai ma base RH qui est là, et j'ai bien 3 entrées, et en fait elle a préfixé avec un HR 01. Et là derrière j'ai le code que j'avais dans mon CSV. Donc on voit que ça a permis d'avoir un identifiant réellement unique. En fait j'ai un HR2, mais on n'a pas le temps de vous le montrer. J'aurais même pu faire des moves interbase RH, mais j'ai pas le temps. Donc là on a tout ce qu'il faut, on a un compte qui est bien. On a une base intermédiaire qui a des données saines. On a la termination date est bonne, la contract end date est bonne, on est parfait. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure des opérations. Et là c'est là qu'on va vous faire travailler un peu. Alors messieurs, je rappelle, il y a 3 opérations. Import, synchronize, export. Alors qu'est-ce que je dois commencer par importer pour arriver à mon objectif qui est de créer ce nouveau compte, donc de la famille Paulet, Johan Paulet, dans mon AD. Qu'est-ce que je dois faire comme opération? La base. Importer la base SQL. Et bien, c'est exactement ce que va faire notre ami Azure AD Connect aussi. Il fait un full import de l'AD et un full import de l'Azure AD. Bon, bah ici, moi, je vais faire d'abord un full import de HR Identities, qui est ma table qui consolide tous mes fichiers RH. Et on voit bien que j'ai eu 2 modifications. Oui, j'ai modifié la termination date, qui était mal passée. Et j'ai ma nouvelle entrée. Donc j'ai un add, et on voit bien que c'est cette entrée-là, HR0010. Donc tout se passe bien pour l'instant. Je dois évidemment importer mon AD. Alors ça, c'est vraiment en le mode classique que j'ai utilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé le MIM service. Là, je suis en mode, j'ai une petite DLL de transfo compilée. Et ça, c'est MIM synchro service et c'est complètement gratuit. Donc voilà, là, il m'a juste dit qu'il y avait eu 2 updates AD lors d'une précédente opération. Maintenant, je vais faire le fameux synchronize. C'est ce qui va me permettre que le compte Johan Paulet apparaisse dans la métaverse, qui est l'annuaire qui contient tous les objets identités. Là, on est vraiment dans une notion d'identité. Je ne travaille pas au niveau des comptes, je crée des identités et à ces identités, je rattache des comptes utilisateurs. Donc là, pour l'instant, j'en ai 2. C'est normal, j'ai importé dans les connecteurs space, mais je n'ai pas fait l'opération de synchronize. Je vais de ce pas faire l'opération de synchronize sur HR Identities, puis après sur notre ami AD. Voilà. Je tente patiemment. J'ai dû me planter quelque part parce que il n'a pas pris du tout ce que je vais prendre. Voilà, c'est mieux. Alors on va voir ce qu'il a créé au niveau métaverse. Voilà, il l'a bien créé. Paulet Johan est dans la métaverse maintenant. Donc jusqu'à là tout se passe bien. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste juste, à votre avis, à exporter dans l'AD. Et c'est exactement les mêmes opérations que vous avez côté Azure avec Azure AD Connect. C'est la même chose. C'est ce que vous voyez dans la console Azure AD Connect. Alors oui, il y a bien eu un problème. Alors désolé, j'ai un effet démo. Je vois pourquoi il n'a pas voulu exporter. Ce que je vous propose, c'est juste, comme on est un peu pressé, je vais aller vous remontrer la console Azure AD Connect et c'est exactement la même logique. Vous voyez, cette fameuse console Sync Service qu'on avait là, elle est ici avec les mêmes connecteurs, enfin avec un connecteur AD et un connecteur Azure AD. Voilà. Et on a bien toutes les opérations à base de export, import, synchronization. Alors, hop, je vais juste retourner vite fait pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pas trop long. Johan, par exemple, pourquoi il m'a râlé? C'est tout bon cette fois. J'ai pas fait de bêtises, ouais, c'est nickel. Je vais me retenter juste ma chance. Si ça marche pas, on passe à la suite. Donc là, elle a une porte. C'est vraiment étrange parce que normalement le synchronize aurait dû dire que j'avais une règle d'export et il ne l'a pas fait. Bon. J'avoue que j'avais longtemps que je n'ai pas ouvert cette maquette là. Alors oui, déjà, il
faut que je réimporte mon CSV. C'est parti. Donc voilà, c'est vraiment important, pensez-le. Donc Azure AD Connect, pour résumer, basé sur du MIM Synchro Services et du MIM Service, c'est un peu un mélange des deux. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, comprendre un minimum comment fonctionne le moteur avec cette notion d'étape. Voilà, UAME cette fois c'est bon. Et savoir qu'on peut utiliser une version complète du MIM Synchro Services pour faire tout ce qui est provisioning RH. Alors évidemment, on n'a pas d'interface web, c'est pas aussi élaboré que des outils plus performants de gestion d'entité type Identity Manager ou l'équivalent chez SailPoint. Hop, cette fois j'espère que ça va marcher. À moins que j'avais déjà un compte Johan, c'est peut-être là que j'ai des problèmes. C'est le Synchronize qui marche mal. Allez, s'il ne met pas comme quoi il doit exporter un objet, je lâche l'affaire. Non, c'est bon, connecteur with flow update, le voilà, il est là. Ah, il est apparu, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ok. Et maintenant, je dois faire un export. Non, je ne sais pas si l'export ne va pas passer. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie MIM? Désolé pour la démo en échec, ça arrive de temps en temps. Et ben, maintenant qu'on a vu cette notion de provisioning des comptes, je vais juste refaire une toute petite parenthèse par rapport à Azure AD. Aujourd'hui, l'objectif, c'est à Azure AD et AD. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tous vos applis, vous les fassiez s'authentifier soit sur AD, soit sur Azure AD. Donc, pour tout ce qui est application de Premises, vous faites de la caractérisation ou au pire du LDAP. Donc, il y a un outil qui s'appelle KTPassWD pour que les applis Linux s'authentifient KD. Et sur Azure AD, ben, vous faites ce que vous avez fait tout à l'heure, ce que je vous avais montré, vous ajoutez les applications en tant que programme. Alors là, normalement, le tenant a été dépanné. Alors, est-ce que j'ai un deuxième effet démo? On va voir. Juste me connecter en Mélanie Mathieu, j'ai dû recevoir un code. Et voilà. Et je vais sur My Apps. 5, 3, 7. C'est extrêmement frustrant, ça marchait quelques instants avant. Hop, voilà, je vais retourner sur My Apps. Et on va voir qu'on a ce pendant-là. J'avance. Et donc là, normalement, la London, elle est bonne. Donc là, c'est une appli. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez tout au niveau gestion d'entité. Sauf que j'ai plus de clavier, l'écran. Non. Mais c'est terrible. Ah, j'ai la poisse. Donc voilà, là, vous avez typiquement une solution de gestion d'entité complète. En termes de provisioning, vous utilisez le MIM pour créer les comptes dans le référentiel MIM Synchro Services. Ça va le créer dans AD. AD va synchroniser avec Azure AD, vous obtenez vos comptes Azure AD. Ça, c'est la partie provisioning des identités. Maintenant, la partie fédération d'identité, vous faites en sorte que toutes vos applications, soit elles s'authentifient sur AD, soit elles s'authentifient sur Azure AD. Donc ServiceNow, comment j'ai fait? J'ai tout simplement utilisé du SAML, et j'ai dit que l'appli a été configurée en SAML, et elle utilise notre ami Azure AD comme annuaire d'authentification. Et grâce à ça, à la fin, je n'ai plus qu'un couple AD Azure AD comme utilisateur. Et avec ça, je me connecte à toutes mes applications d'entreprise. Voilà. Alors, ça, c'est bien pour le provisioning. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de tout ce qui est gestion des rôles et des habilitations. Alors, pour ça, on va parler des Azure AD Access Package. On est pour 5 minutes, pas plus. Les Azure AD Access Package, c'est une nouvelle feature qui va vous permettre de créer un ensemble de privilèges, un ensemble d'applications que vous voulez donner à quelqu'un. Par exemple, on va vouloir dire que des externes vont accéder à Flexi Academy. Flexi Academy, c'est un site de formation. C'est un site SharePoint. Et il y a aussi quelques groupes Azure AD pour y accéder. Et bien, en fait, on va donner accès via MyAccess aux utilisateurs pour qu'ils demandent à appartenir à Flexi Academy. Et on va pouvoir avoir des notions d'approbation. C'est-à-dire que, par exemple,
Quand ce sont des externes qui demandent à accéder à Flexi Academy, comme ça va être très probablement le cas, il va falloir que Stéphane, ici dans la salle, approuve comme quoi cet externe il a payé sa cotisation et qu'il a le droit de se connecter. Et surtout, on va pouvoir mettre une durée. Dire que ça, ces accès-là, ils seront valables pendant 30 jours, 40 jours, 50 jours. Et donc, les gens vont vraiment demander via MyAccess. Donc, il y aura un petit site MyAccess où les gens vont pouvoir faire des demandes. Donc, je vais juste m'y connecter rapidement avec le compte qui est logué. Après, moi, c'est un compte interne, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Et donc, voilà, il y a vraiment ce MyAccess, c'est nouveau. Et vous voyez, là, j'ai mes Access Package. Et dans les halls, je peux en sélectionner et je peux surtout faire Request Access. Je vais avoir des fois besoin de justifier, des fois non. Et surtout, je vais avoir tout un workflow d'approbation. Donc, on va pouvoir voir dans ma demande que je vais avoir la notion de qui approuve le fait d'être membre de ce groupe-là. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Il y a seul un petit défaut. Alors, je pense avoir la solution. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ça ne marche qu'avec des ressources in-cloud, avec des groupes in-cloud. Dès que c'est des groupes synchro, ça ne marche pas. Donc mon idée, c'est que c'est très probablement parce qu'il faut activer le backsync des groupes dans Azure AD Connect qui n'est pas encore supporté, enfin qui est encore en preview, mais je pense que c'est juste ça. Dans les vidéos, ils n'expliquent pas qu'il faut le backsync. C'est assez récent, hein, c'est une nouvelle feature, mais je pense que c'est quelque chose comme ça qui fait que ça ne marche qu'avec des ressources in-cloud. Et c'est logique parce que les ressources synchronisées, on ne peut pas les gérer, elles sont en read-only, donc je ne vois pas comment un outil pourrait aller dire je te rajoute dans un groupe sans backsyncer dans l'AD. Donc c'est très probablement juste le backsync des groupes, j'ai pas eu le temps de le valider, mais voilà, il faut le savoir. Donc ça, c'est la partie, je demande des accès avec workflow d'approbation. Donc on peut aussi voir avec une organisation par rôle. Vous créez des rôles, bon, bah, le comptable, etc. Et vous faites, vous demandez au comptable qu'il accède à la ressource comptable. Et vous allez demander que le chef comptable approuve. Donc on a quand même des choses vraiment sympas. Et ça, c'est ce qui remplace BHOLD de la suite MIM. Alors par contre, licence Azure AD Premium P2, donc ça coûte cher, hein. Là c'est de l'EMS 5 ou du Microsoft 365 E5. Après, on a un autre pendant de ça, donc tout ça c'est ma partie gouvernance d'Azure Active Directory, je vais me connecter juste après au portail pour vous montrer où ça se trouve. Et là, c'est encore une fois quelque chose qui a remplacé BHOLD, c'est dans toutes les solutions de gestion d'entité modernes, donc il y a les deux leaders aujourd'hui sur le marché, c'est SailPoint et Wine Entity Manager, et clairement, vous avez quelque chose qui s'appelle la certification. Je vais certifier, par exemple, que M. Sébastien Paulet, il a bien le droit d'être dans le groupe comptable. S'il n'a rien à faire dans le groupe comptable, la personne en charge de la certification des accès va lui dire non, 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 elle n'a plus à être dedans. Ça s'appelle des access review. Donc, comme on est un petit peu short en temps, ce que je propose, c'est que si on a le temps, je vous ferai la démo de ces composants-là, mais plutôt fin de journée. Voilà. Et ça, pareil, licence Azure AD Premium P2 requise. Donc, en gros, pour éviter la fuite de données, c'est pas que de l'Azure Information Protection, même si c'est un gros bloc, parce que l'Azure Information Protection va permettre Microsoft Information Protection si on prend son nouveau petit nom. Mais ce Microsoft Information Protection, c'est bien, ça permet de protéger la donnée au niveau de la donnée. Mais si n'importe qui peut accéder à vos données, que des gens qui sont partis continuent à travailler, à avoir des comptes actifs chez vous, parce que vous n'avez pas mis en place un MIM Synchro Services, ou que les gens ils sont là, mais qu'ils ont accès à des ressources qui correspondent à leur précédent poste et qu'on ne leur a pas retiré leurs ressources, bah, le risque de fuite de données est extrêmement important. Donc on voit comment Microsoft est en train de se positionner. L'offre elle évolue très très vite sur la partie Microsoft Information Protection. Il est encore renommé, il y a plein de features qui arrivent, la classification automatique, l'étiquetage automatique, toutes ces choses-là. Il y a aussi une refonte complète de la solution MIM qui à terme va très clairement atterrir dans le cloud, avec une version très simplifiée du MIM Synchro Services. On sait que ça va arriver. Il y a déjà l'équivalent d'un Azure AD Connect qui va arriver dans le cloud très prochainement. Et donc on aura enfin, de manière simplifiée, l'accès à toutes ces fonctionnalités évoluées comme la certification ou la gestion des rôles applicatifs. Voilà. Une toute dernière parenthèse. Dans Azure AD, avant que je me connecte à l'interface, dans Azure AD, on a la possibilité d'utiliser pour, vous savez, les applis fédérés comme ServiceNow, un provisioning automatique pour les applis SaaS. Ça, sachez, le MIM ne sait pas le faire, mais Azure AD sait le faire. Et ça s'appuie sur le protocole SCIM.
Et tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais supprimé le compte Mélanie Mathieu de notre ami ServiceNow. Il me l'a recréé automatiquement au travers du protocole Scheme. Voilà. Et donc pour terminer, je vous montre rapidement où c'est, puis on passe à l'étape suivante. Je crois qu'on ira en pause. On fait pause après. Bon, on n'est pas si mal alors, parce qu'on est déjà à la... On a fait que la moitié des chapitres. un peu plus là. On a fait que le On en a 6. On a 8. Ouais. C'est pas fou. Bon. Il y a une conclusion. Allez, on va dire que tu as raison. Une mauvaise langue. Non, mais les gros chapitres, on les a mis. Les gros chapitres sont faits. Ça, il me taquine. La conclusion, on ne peut pas dire que c'est un gros chapitre. Et il y a une démo, tu sais qu'elle est courte. Voilà, ça se règle ici, ce que je vous ai montré. Azure Identity Governance, c'est là. Voilà. Et donc on a bien la Access Review et la partie Access Package. Donc c'est des nouveautés, c'est pas en preview, mais c'est vraiment très très jeune. Moi j'attends que ça sèche un peu avant de pouvoir déployer ça. Et typiquement sur la partie Access Review et Access Package sur des ressources synchronisées, il y a des clarifications nécessaires. Voilà, sur ce chapitre-là, voilà ce qu'on pouvait dire sur la fuite de données. Et bien en rentrant, on parle de la fuite de la part des admins. Attends, je vais faire juste l'intro, question de l'amorcer. Ouais. Parce qu'on va dire, normalement, ça écart la pause. Faudrait pas que vous arriviez trop tôt, sinon ils vont vous couper, il a tout. Bah, on a encore le temps d'à faire après celle-là. Alors, juste, on a parlé de nos utilisateurs, et nous faisons partie de nos utilisateurs. Après, il y a un risque tout particulier sur la partie admin IT. Qui, je ne sais pas qui est cet homme. Il l'adore, vous allez comprendre bientôt pourquoi. Comment? C'est marqué Guillaume Mathieu. Non, cet homme est un administrateur SharePoint. Donc Wes Snowden, dans son petit métier, était admin SharePoint. Alors lui c'est un peu particulier parce que mine de rien ils avaient une flopée de... Tout ce qu'il faisait sur les serveurs était fliqué. En gros il a ses serial de backup de serveurs SharePoint qu'il a rebalancé sur des machines qui étaient déconnectées du réseau. Mais votre admin, bah voilà, il peut faire plein de choses. Donc il faut faire attention. Et alors je ne sais pas si c'est lié effectivement au dernier lanceur d'alerte, etc. Mais c'est devenu, quand vous sondez les DSI, leur principal risque, c'est pas leurs utilisateurs, c'est pas les sous-traitants, c'est vous. C'est les admins. Ok. Donc, de quoi on va parler tout à l'heure. On va partir en pause sur cette idée-là. C'est qu'il va falloir réfléchir à vous donner un minimum de privilèges. Le coup de l'admin qui a tous les droits, c'est le pire truc qu'on puisse faire. Pour un gars comme Snowden, typiquement, le seul droit dont il avait besoin, c'était de faire le backup. Juste retenir que quand on parle d'accès à moindre privilège, souvent c'est un concept qui vient du développement. Et que là, on parle d'appliquer à l'infra. Ce qui n'est pas le même métier, donc le fait de gain de perf qu'on pourrait avoir, ça n'a pas de sens ici. On va plutôt vraiment regarder l'isolation. Meilleure sécurité, pourquoi? Parce que s'il y a un mec qui attaque mon compte, il ne touchera qu'un petit bout. Okay. Et puis surtout, s'il ouvre une pièce jointe pourrie avec un virus, ça touchera à moins de voilà. Ok. Dans les recommandations, après on rentrera dans le détail après la pause, vos comptes d'admin, il n'y a pas de compte admin, il y a des admins quelqu'un. Okay, compte nominatif sur les comptes admin. Vous ne l'utilisez pas, alors je ne vais pas foutre dans les slides, mais vous ne foutez pas les comptes d'utilisation en tant que compte admin non plus. Moi je l'ai fait, je suis chez moi. Je l'ai fait toute la journée avec les démos, l'administrateur c'est interdit, hein. Pas du nominatif. Voilà. Idéalement, vous ne devriez pas avoir plus de 2 à 4 comptes admin. Vous gardez un compte brise-glace, c'est ce dont on parlait ce matin quand je vous avais dit, un compte sans MFA. Vous en gardez un dedans quoi. Vous lui faites une clé monstrueuse, vous la foutez au fond du tiroir, vous la dépoussiérez le jour où il y en a besoin. Et idéalement, à vrai dire, tous les 3 mois par exemple, vous rechangez le mot de passe. Vous foutez une grosse clé, un truc qui ne sera pas pétable au bout. Il y a des coffres, si vous avez des coffres forts, vous mettez les bandes, c'est un très bon endroit. Voilà. C'est juste, voilà, ça c'est un compte
doit fonctionner sur mot de passe. Et ce mot de passe-là, vous mettez un truc bien épais qui sera retrouvé nulle part. Et c'est bête, mais pour être sûr qu'il ne soit pas utilisé, vous mettez donc un code monstrueux, imprimé, et c'est tellement pénible de ressaisir un mot de passe avec 30, 40 caractères, avec de l'aléatoire, que les gens n'utiliseront jamais ce code. C'est bête. Si vous mettez dans un qui passe, le côté passeport pénible à saisir, il disparaît, parce que genre, faut copier-coller. Le concept de brise-glace, c'est vraiment dans le cas extrême où votre MFA s'est cassé la tronche. Dans tous les autres cas, vous n'avez pas à l'utiliser. Et si vous êtes bon costaud, vous pouvez même mettre des alertes quand vous utilisez ce compte. J'envoie un email dès que ce compte est connecté. Par exemple. On peut faire des alertes, on va en parler tout à l'heure. Les comptes admin, idéalement, ils devraient être utilisés que depuis les machines dédiées. C'est idéal. Après, bon, est-ce que le patron va payer ça? Mais idéalement, c'est ça. MFA ou passwordless obligatoire. Et, on va en parler tout à l'heure, la gestion des droits. Dans Office 365, bon, par défaut, vous êtes tous plus admin de tenant. On peut faire des droits beaucoup plus fins que ça. On va éviter de donner toutes les clés de la baraque à toute la DSI. Celui qui gère les utilisateurs, il gère les utilisateurs, il n'a pas besoin de gérer les SharePoint. Et inversement. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut avec du PIM, on en parlera dans quelques instants, pour que vous puissiez devenir administrateur général en cas de besoin sur approbation d'un de vos collègues. Donc c'est tout à fait envisageable. Il nous reste 3 minutes. Juste un point par rapport aux machines dédiées pour l'admin. Il y a une solution du pauvre, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine physique dédiée. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre la machine physique en soi comme étant une machine d'admin. Donc ça serait bien votre poste d'admin. Ce poste-là n'a pas accès à Internet. Et ce que vous pouvez faire à l'intérieur, c'est mettre une VM. Et elle, cette VM, elle a accès à Internet. Donc ça peut être une VM Hyper-V ou ça peut être du RDP. Ne faites surtout pas l'inverse. Parce que le poste d'admin, c'est des comptes à fort privilège. Donc eux, ils peuvent arriver à attaquer la VM, et c'est pas grave, puisque c'est votre compte standard qui tourne dedans. Par contre, si c'est la machine physique qui a le poste standard d'utilisateur, potentiellement, si elle est corrompue, le vert pourrait attaquer la VM qui servirait de VM d'admin. Dans l'ordre, c'est bien la machine physique qui sert de station d'admin, et la VM ou le RDP, donc sur un serveur RDS, Citrix, qui pourrait servir de poste utilisateur standard. Ça, c'est très important. Donc, on n'est pas obligé d'avoir deux machines physiques quand on fait de l'isolation post-admin, post-bureautique. Voilà. Pause, si vous convenez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Il reste une petite minute avant la pause. Sur WIP, par exemple, quand tu vas interdire l'enregistrement de documents sur les clés USB, du coup, pour pouvoir faire fonctionner WIP côté endpoint, tu es obligé d'avoir Defender RTP. Il n'y a pas d'autre alternative. Je ne suis pas assez pointu pour te l'affirmer catégoriquement. J'en suis pas sûr. Ça fonctionne que sur des postes enrôlés ou c'est sur n'importe quel poste? Donc en fait, je le prends, je le mets sur mon PC perso, ça marche. Je prends la clé USB. Après, ça, il faut le voir couplé avec justement le fait que je ne te donne pas accès sur des postes qui ne sont pas enrôlés. Ouais, ok. Encore une fois, c'est composé. Et même que les attaques sont composées, les défenses sont composées. Une petite question par rapport à la clé USB que vous nous avez montré l'autant. Oui, j'ai dupliqué. Ouais. J'ai utilisé chez un de mes clients une carte. Smart Card. card. Un smart card qui se glissait dans le PC. C'est la même chose. C'est une smart card, non, pas du tout. Ça, c'est basé sur le protocole FIDO. Alors, ça peut être utilisé comme une smart card, mais c'est pas ça. Il y a plein de fonctions. En fait, ça peut être utilisé comme une clé FIDO classique, mais ça peut aussi, avec le protocole FIDO, donc qui est un peu particulier. Vous savez, c'est avec les clés privées publiques. J'enregistre ma clé publique chez mon fournisseur de services web. D'accord. Et ma clé privée est stockée dessus. Et je mets mon petit pouce pour montrer que je suis J'ai bien un compris la fonctionnalité qui était très intéressante, mais je vois pas la différence avec parce qu'une smart card, ça semble être pareil. Ouais. ça fonctionne un peu plus. En fait, la smart card, par exemple, sur AD, fait une élimination de son mot de passe. Quand tu as une smart card, en fait, derrière, c'est une. Toi, tu as une Il y a carte. un intermédiaire. Mais en fait, ton AD, il considère juste que tu as un compte avec un mot de passe aléatoire que lui connaît. Et ça permet juste de rejouer ton login mot de passe. En gros, ta smart card, elle triche. Elle fait autant comme si elle faisait autant que le login mot de passe classique. Sauf que toi, tu ne sais pas que c'est un mot. Tu connais pas ton mot de passe, mais AD le connaît. Et le problème, c'est que cette smart card, elle est vulnérable à toutes les attaques classiques de type MPLM, base de hash, carte de passe d'étiquette. Toutes ces choses-là, L'usage est similaire, mais techniquement, c'est pas tout.
Alors parce que là, on a l'utilisation d'une clé public-privé qui fait le job à la place de... Voilà, c'est pas du tout basé sur les protocoles standards d'AD. D'ailleurs, mon PC sur lequel j'ai ouvert la session avec la YubiKey, c'est pas un PC joint à un domaine AD, mais c'est joint à Azure AD. D'accord. AD ne sait pas gérer le protocole FIDO aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Ce qui est différent, c'est que le secret n'est pas partagé dans le cas de la clé FIDO, alors qu'une smart card peut être partagée avec Azure AD. Quoi. Le mot de passe, Azure AD va le connaître, alors que là, la clé privée, elle est que sur la clé. Quoi. Ouais, en plus, il y a ça aussi qui est tout à fait différent. C'est exact, la clé, c'est ma clé privée, elle est ici, elle n'est pas dans Azure. Tu as tout à fait raison. Alors, puisque j'ai retenu la façon d'enrôler facilement une clé directement par l'utilisateur. Ouais, alors il y a vraiment deux modes. Soit on enrôle en mode complet, on pousse on enrôle plein de clés. Soit on demande à l'utilisateur de le faire manuellement via MySignin compte, c'est MySignin. Et là, tu as juste à ajouter une méthode d'authentification et tu demandes, tu sélectionnes clé type FIDO et tu demandes de saisir ta clé, tu demandes un code PIN. Et voilà. Et c'est important, c'est que le code PIN justement protège la clé privée en cas de perte du. Et la clé se verrouille au bout d'un certain nombre d'échecs, comme une carte bleue. Voilà. Il a faim, il a encore un peu froid de ce matin, il a pris l'eau. Les animaux sont trop plus intelligents.